3, 2, 1. Salut à tous les balais, salut les gars, ça va? Salut. Ça va, Roméo? C'est encore nous. Et oui, ça va et toi? Ouais, mais qui fait beau. Il fait... Ouais, à peu près... Putain, c'est vrai qu'on a qu'une heure de décalage et moi il fait gris là. Je sais pas si c'est ton temps qui vient vers moi ou c'est mon temps qui vient vers toi. Mais ces derniers jours il faisait beau, c'est vrai. Mais ça fait bien. Quel plaisir. Faut aller tourner la pelouse, voilà. Ah mais juste être dehors, tu vois, même sans rien faire. Ouais, c'est vrai que tu prends Voilà. tes petites vitamines. Ah. Vitamine D. C'est extrêmement agréable, c'est extrêmement important. Prenez votre vitamine D. Le podcast commence bien. Et aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de plein de choses aujourd'hui, dont un sujet principal et un second un peu moins principal du coup. Putain, moi j'ai 1000 trucs à parler. Je crois que l'activité du jeu vidéo elle est un peu rigolote ces derniers temps. En ce moment, il y a plein de choses qui se passent, mais il y a quand même un truc qui se passe quand même. Enfin, je trouve qu'il y a un truc qui se démarque, non? Je trouve pas que c'est quand même le plus, ça dépend de quoi tu vas parler. Qu'est-ce qui se démarque le plus, toi? Selon moi, dans mon actu gaming, Ouais. ce qui se démarque le plus, c'est tout ce qui se passe autour du très attendu Crimson Desert. Ah, tu penses ça? Ok. Ouais, moi je pense que c'est ça pour moi le plus. C'est ce que je vois le plus en tout cas. Peut-être mon algo me biaise, mais ce jeu a l'air de faire beaucoup de bruit. Enfin, c'est pas à l'air, il fait beaucoup de bruit. T'as de raisons qu'on va évoquer aujourd'hui. Ouais, fallait qu'on en parle quand même au bout d'un moment. Il arrive bientôt. Ouais, on n'a pas encore dit dans une mot semaine. dessus. C'est dans une semaine? Ah ouais, c'est lundi 10 jours, prochain. Ouais. Dans 10 jours. Ça. Attends, c'est dans 2 semaines, ok, autant pas. Ouais. Ah non, c'est dans une semaine et demie, c'est le 19, c'est ça? Il sort jeudi, pas de cette semaine, la semaine prochaine. C'est dans 10 jours, c'est ce que j'ai dit. Ok, pardon. Attends, je sais pas compter. C'est ça, pardon. Ouais, Ce fameux Crimson Desert qu'on attend depuis... ça fait quoi? Ça fait 5 ans qu'il aurait dû sortir? Il était prévu pour 2020 à la base dans sa version MMORPG. Ça fait très longtemps, je crois. Alors, il n'y avait jamais eu de sortie initiale, mais par contre, oui, effectivement, c'était... Il n'y avait jamais de date? Je ne crois pas qu'il y ait de date. Jusque effectivement, le projet a eu un petit changement de direction. Mais il y a effectivement quelques temps maintenant, parce que je crois qu'au total, il a eu un sacré paquet. Je me demande si c'est pas 7 ans de développement sur le jeu. Donc, ça a été très long. Il me semble qu'il y avait eu des dates d'annoncer, mais justement par le remaniement du passage au MMO à un jeu solo, ça avait changé, mais du coup peut-être qu'il n'y a pas eu de date. En tout cas, ça fait longtemps. La première fois qu'on entend le nom, je crois que c'est vers 2020, donc ça va faire 7 ans. Plus effectivement, mais c'est vrai que moi je l'avais gardé dans mon collimateur, ce qui était très intriguant. Parce que le jeu avait vraiment une DA genre avec des graphismes très poussés, un peu à... Mais tu voyais le mix coréen, enfin du coup MMORPG asiatique, mais avec des graphismes plus type Unreal Engine moderne. C'est pas du Unreal Engine, c'est un moteur maison, mais du coup tu voyais le truc un peu spécial où tu dis tiens, c'est un peu curieux, dommage que ce soit un MMO. Ouais. Et finalement, les mecs ont changé de direction pour en faire un jeu solo, ce qui selon moi fait un peu peur. Mais bon, est-ce que déjà on va pas présenter un petit peu le jeu? Faut en parler un petit peu, mais même à présenter c'est difficile je trouve, parce que là si je dois en parler de manière brute, ça va faire hyper générique et je suis pas sûr qu'on va réussir à retranscrire pour ceux qui n'ont pas entendu parler. Est-ce que tu veux que je me risque un peu? Vas-y, chauffe-toi. Alors, Crimson Desert, développé par le studio sud-coréen Pearl Abyss, qui sont connus pour Black Desert Online, qui lui est un MMORPG qui avait déjà fait qui avait déjà fait parler de lui à l'époque parce qu'il était un petit peu original, il était beau, il avait des systèmes un petit peu cool de combat, genre ça donnait envie un peu de se battre. Le problème c'est que du coup ça devenait rapidement un jeu de farm extrême, genre vraiment extrême pour le coup. Moi ça m'a jamais... Alors j'avais voulu essayer mais finalement j'ai abandonné l'idée parce qu'on m'a un peu expliqué comment ça marchait et j'avais pas envie de me mettre dans les MMORPG et je pense que j'ai bien fait. mais bon voilà. Et là, du coup, les mecs se sont tentés. Donc, normalement, ils devaient partir sur un autre MMO. Et non. Ils ont changé pour finalement que Crimson Desert devienne un jeu solo. Qu'est-ce que c'est un peu le pitch? J'ai expliqué le pitch. Donc, ça se déroule sur le continent de Piwell. Je crois que ça se dit Piwell. Dans un univers... Alors, je crois que c'est caractérisé comme de la dark fantasy, même si ça se voit pas tant que ça. Je crois que c'est marqué comme dans de la dark fantasy. Donc tu es dans une dark fantasy donc médiévale, en plein une période de guerre où on incarne Cliff. Tu es le chef d'un groupe de mercenaires qui s'appelle les Greyman. C'est ça, c'est les Greyman, je crois. Ouais, donc c'est ça aussi.
Et en gros, tu es là en tant que mercenaire pour essayer de trouver un peu comment sortir ton épingle du jeu dans ce pays en conflit. Ouais, finalement, c'est un peu ça. Comment présenter le jeu maintenant? Qu'est-ce que c'est Crimson Desert? C'est donc un monde ouvert, je pense qu'il n'est pas caractérisé comme un RPG, parce qu'il n'y a pas vraiment de système de RPG, vu qu'il n'y a pas de système de niveau, mais il y a quand même un système d'équipement. Donc c'est monde ouvert, narratif, avec un système de combat, avec des combos, tu sautes dans tous les sens, avec des effets qui partent un peu. On est un peu habitué à genre, je pense, de système de combat, en tout cas visuellement. J'ai envie de dire ça ressemble à Final Fantasy XVI. Visuellement, je parle. En termes de mécanique, ça a l'air d'être différent. C'est très style RPG asiatique, donc tu vas retrouver cette patte-là. Ouais. Gros combo, plein d'effets à l'écran, plein d'effets, partout. Donc ça a l'air un peu rigolo. Et en fait, le jeu a un petit peu intrigué les gens, parce qu'avec ses premiers trailers, on avait l'impression que le jeu proposait absolument tout comme gameplay. Mais vraiment tout. Un mélange de Zelda, de Elden Ring, de même RPG un peu plus standard, comme du Assassin's Creed, parce que tu as une notion de parcours. J'ai envie de dire ça, mais Zelda, du parcours aussi, tu me diras. Où du coup, on peut voler, on peut planer, il y a des trucs à faire dans le ciel, il y a des trucs à faire dans des grottes, il y a des donjons, tu as des villes, il y a des factions. Tu as plein d'activités secondaires, de la pêche, de la cuisine, de la chasse, du bras de fer. C'est vrai qu'il y a ça aussi, putain, ouais, c'est vrai. T'as une notion de... A priori, de ce que j'ai compris, un espèce de système de gestion avec des compagnons que tu recrutes, que tu peux envoyer en mission, à la manière de Assassin's Creed Brotherhood, à l'époque, si je me souviens bien. Ça a l'air de ressembler à quelque chose comme ça. T'as des combats de boss un peu stylés, t'as des combats... Enfin, même des boss assez impressionnants. Genre, tu te bats contre une espèce d'énorme tortue qui a une espèce de donjon sur la carapace qui a l'air un peu cool. Ou alors, carrément dans les airs, tu te bats contre des trucs mécaniques qui te tirent dessus. On est dans un hiver médiéval, hein, pourtant, hein, je le rappelle, hein, mais il a l'air d'avoir des mechas et tout. Hein, je pense que Sud-Coréen l'oblige. Mais du coup, pourquoi ce jeu l'oblige? Je pense pas spécialement Sud-Coréen. Oui, c'est vrai. Carrément. Et du coup, pourquoi ce jeu intrigue autant? C'est parce que toutes ces gameplays ont été balancés un peu à tout va, donc personne n'avait l'air de trop comprendre ce que le jeu proposait. Donc tu pouvais juste interpréter ce que tu voyais en te disant, attends, est-ce que c'est le plus grand jeu de l'histoire ou est-ce que c'est le pire jeu ou est-ce que c'est un immense fou de tout et n'importe quoi? Oui, et où tu vas te faire chier et ça va être horrible et ça va pas marcher et le jeu va tourner à 30 FPS et ça va être spécial. Sauf qu'en fait, ils ont sorti récemment des vidéos de présentation pour parler juste petit à petit donc du lore, de la map, des activités, du système de combat, qui ont commencé à rendre le truc un peu plus tangible. Ça a rendu un peu le jeu intéressant et tu commences un peu à creuser, tu te demandes, tu te dis ça a l'air plus réel, je comprends ce qu'ils ont voulu faire. Et après tu mets un petit peu aussi le fait qu'il y a eu 7 ans de développement, que c'est une grosse équipe, je sais plus ils sont combien, mais Pearl Abyss c'est vraiment une grosse équipe derrière, hein. C'est pas juste 10 mecs dans une pièce. Du coup tu commences à te dire ok, c'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai, mais il y a quand même plein de pistes de risque et on va pouvoir en parler petit à petit. Donc voilà, en termes de présentation du jeu pour l'instant, de toute façon, je pense que les gens ont globalement entendu parler. Je sais qu'il y en a qui l'ont pas du tout creusé, qui voient ça d'un œil en mode OSEF, donc intriguant. Moi, je suis très curieux, effectivement. Je suis giga curieux et je pense que je vais l'acheter Day One. Hein. De toute façon, je pense que pour le lore, t'as besoin, quoi. Ouais, t'es obligé de l'acheter. Tu dois savoir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que tu vas faire partie de l'histoire, Roméo? Exactement ça. J'étais là au début. Non, mais c'est une bonne présentation. En vrai, avec tout ce que tu as dit là, je pense qu'en vrai, on a l'essence quand même du cœur du jeu et du pourquoi il fait du bruit. C'est que c'est vraiment en termes de possibilités. Il a l'air d'avoir monts et merveilles et il a l'air d'avoir quand même pas mal de choses systémiques, ce qui rend le jeu vachement curieux, étant donné l'envergure qu'il semble avoir, quoi. D'un point de vue, pour donner quelques chiffres afin d'illustrer ça. Bon, après, je sais pas si c'est officiel, parce que c'est ce qu'ils disent sur internet. Il y aura environ 570 territoires différents, une centaine de factions, je crois que c'est 110 exactement, et 63 quêtes secondaires dans la première ville, sachant que j'ai perdu l'info, mais j'avais vu qu'en fonction des zones, il y en avait parfois des centaines. Donc il y a l'air d'avoir un certain contenu aussi en plus qui a l'air de suivre, quoi. La taille du jeu. Ce qui fait qu'on peut penser peut-être que l'open world soit vide, mais ça a pas l'air d'être le cas, d'un point de vue chiffre aussi, quoi. Après à voir, parce que c'est bien beau d'avoir 100 factions. Il y en a forcément là-dedans qui seront un peu... je trouve que c'est des chiffres qui font... En fait, le jeu fait peur, parce qu'il y a trop de choses où tu te dis, il peut pas tenir ses promesses, il va forcément y avoir une douille, on va se faire chier. En fait, pour moi, c'est ça, c'est soit le jeu, ils ont vraiment réussi à faire un truc très innovant, t'as tellement d'activités, tellement de trucs qui arrivent à te prendre, tu trouves ton compte et tu t'amuses. Soit...
c'est curieux. Ah. C'est curieux et en fait tu te fais chier très très vite parce que tout paraît un peu fade, un peu vite, un peu répétitif, très MMORPG-like, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a forcément un héritage MMORPG dans le jeu vu qu'il a commencé à être pensé comme ça. Donc ça fait un peu peur. Moi, les chiffres que tu viens de parler, franchement, je les ai vus, je me suis dit oula. T'as l'impression de voir une liste de courses, quoi. Oh là là là, comme ça sans faction, mais c'est forcément vide en fait, il y a un truc qui fait peur là-dedans. J'ai vu aussi les leaks. Il y a des vidéos, les premières vidéos un peu qui sont sorties de gameplay et tout ça, et il y a eu notamment la map qui a été montrée, qui est probablement l'une des maps les plus grandes de l'industrie du jeu vidéo. Ça, moi, je pense que c'est pas des bonnes nouvelles, tu vois. On dirait les promesses de Starfield. Ça fait vraiment peur. Hein. C'est vraiment très stressant pour eux, je pense. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à mettre les mots dessus. J'ai l'impression d'être trop optimiste pour le coup. Il y a quelques signes. On a envie d'y croire. Ouais. Bah en fait c'est ça, il y a un côté on a envie d'y croire, mais il y a quand même quelques signes qui pour moi sont positifs, notamment le fait qu'ils ont été capables de faire des parties pris. T'as parlé de la narration, mais pour expliciter le truc, ça va de pair avec le fait de pas avoir de leveling aussi. C'est que c'est pas un RPG dans le sens narratif du terme où vos choix n'ont pas forcément de conséquences au même titre qu'un Kingdom Come, etc. Je crois qu'ils ont dit qu'il y a carrément pas de choix. Carrément pas de choix en plus. Ouais, j'ai souvenir qu'ils avaient pris le parti pris, ils ont dit que c'est un jeu qu'il n'y aura pas de branche scénaristique, tu n'as pas de choix. Donc à défaut d'être un open world, en tout cas d'un point de vue narration et quête, ça sera vraiment couloir. Et la capacité de faire des choix qui vont dans ce sens-là, éviter de faire des promesses qui vont dans tous les sens, ça me met en confiance dans le sens où ils ont une proposition, ils ont un axe de pensée, ils avaient une direction dans laquelle ils voulaient aller en tout cas, et ils ont été capables de faire des concessions. Parce que pour le coup, il y a eu une grosse mode des open world. Il y a quelques années, ça s'est un peu tassé. Et une des réponses qu'on a eues récemment, c'est le clair-obscur, qui fait énormément de bruit et qui sert un peu de signature pour dire que vous n'avez pas besoin de foutre des open world pour qu'un jeu soit un énorme succès. Un jeu couloir avec plein d'autres qualités à côté fait totalement le travail. En fait, c'est un support, un open world. Et je me demande si le fait qu'ils aient pas choisi l'open world via le fait que ce soit un MMORPG, parce que moi ça me stresse pas plus que ça. Parce qu'en fait, par définition, un MMORPG est très souvent un open world. Ça va de pair en fait. Du coup, la base, elle est pas contradictoire. Enfin, moi, je le vois comme ça. Ça me gêne pas de ce point de vue-là. Ouais, moi, c'est plutôt sur la structure même du jeu, le côté MMORPG. Niveau gameplay, tu veux dire ? Ouais. Comment ils ont écrit les quêtes, comment sont les interactions entre les personnages. Est-ce que ça va pas faire un peu figé, un peu bizarre ? Est-ce que la plupart des quêtes secondaires seront des quêtes écrites ou ça sera juste des va chercher 3 pommes dans la tu vois, est-ce que les mecs ont commencé ça quand même RPG, ils ont tissé l'univers quand même RPG, ils ont fait la map pour un RPG, et finalement ils se sont dit non, en fait on fait un truc solo, ils ont essayé de caler un truc solo dedans, tu vois. Moi je trouve que ça fait peur. Hein. Mais vas-y, tu peux continuer, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, t'inquiète. Non, parce que je réfléchis en même temps à ce que tu dis, parce que je pense qu'il y a aussi un truc aussi qui fait que ça ne m'inquiète pas. C'est qu'en regardant pas mal de vidéos du contenu, j'avais l'impression de voir Breath of the Wild sur pas mal d'aspects. Ah oui, je pense que l'inspi elle est forte. Hein. Ouais, je pense que l'inspi est très forte. Et bien que tu n'y as pas été sensible, le fait que Breath of the Wild était un succès, je pense que c'est en partie du fait que le monde il est tangible, quand bien même les quêtes peuvent être légères pour la plupart d'entre elles, hormis les quêtes principales, quoi. C'est vrai. Je me demande s'il n'y a pas ce côté-là où ils ont réussi à faire un open world où tu te laisses porter un peu par le monde et tu t'y sens bien, quand bien même il ne se passe pas forcément des quêtes trépidantes à chaque fois que tu vas faire une session de jeu. Pour te donner un exemple, alors là j'ai pas poussé, je sais pas dans quel point ils ont rendu le truc systémique, c'est qu'en fonction des marchands avec lesquels tu vas pouvoir discuter, tu vas avoir un cours des objets que tu achètes ou que tu vends. Comme la bourse. Tu vois, vraiment, là, t'as des pommes, t'as un tout petit graphe à côté qui dit le prix il est un peu élevé par rapport à ce qu'il devrait être, etc. etc. Ouais. Et je me demandais dans quelle mesure cette variable, cette courbe, elle est influencée par tes actions. Parce qu'il y a une autre information que j'ai vue aussi, c'est qu'il y a une des factions qui cherche à avoir une influence religieuse, je crois, sur un territoire. Tu peux interagir avec cette faction, les aider ou non, et en fonction de l'aide que tu leur apportes, ils vont étendre leur influence dessus. Est-ce que ce genre d'action, de soutien, ou au contraire de désapprobation de la faction, va avoir une influence sur le cours des objets que tu vas acheter à la boutique, etc., etc. Et en fait, s'ils ont réussi à pousser le truc jusque-là, quand bien même les quêtes soient légères, c'est vraiment un monde qui a, comment dire, qui a une matière en fait que tu peux toucher. Bon, ça reste un jeu vidéo, mais vous avez l'image que tu peux vraiment toucher en fait. Je trouve ça super intéressant, le système de cours et la capacité que tu peux avoir à interagir avec des factions positivement comme négativement pour qu'ils aient un impact sur une géographie donnée. En fait, je me demande s'ils ont pas poussé le truc au même titre que tu vois Clair Obscur est un très bon jeu couloir. Est-ce que du coup ils ont pas pris le parti de dire on va faire un open world, pas pour faire un open world, mais littéralement pour proposer un monde qui est organique quand bien même tu fasses quelque chose dedans, tu vois. Même si tu fais rien, il va se passer des trucs. Ouais, peut-être bien. Peut-être trop optimiste.
toute façon, ça te l'est dire, j'imagine que les factions, c'est un truc assez central. Vu que toi, tu as ta gestion de tes mercenaires à envoyer un peu partout et tout, tu dois forcément avoir un contrôle. C'est finalement là que vont se passer les choix, d'ailleurs. Il n'y a pas de choix dans les scénarios, mais il y a un choix, j'imagine, dans les factions. C'est ça. Tu vas pouvoir t'allier avec certaines, attaquer certaines, étendre ton territoire peut-être. Je sais pas comment ça a l'air de fonctionner. Parce qu'il y a dans quelle mesure la cohérence sera avec la quête principale? Parce que si la quête principale est scriptée et tu peux pas vraiment faire de choix, est-ce que ça restera cohérent avec ce qui se passe avec les factions? Est-ce que ça a une incidence? Si c'est pas lié, c'est bizarre parce que je suppose que la quête principale, je sais pas si t'es l'élu, mais bon, tu dois avoir un grand impact sur le monde quand même qui t'entoure. Dans quelle mesure les factions auront des réactions je sais pas, tu vois. Je me dis, s'il y a une centaine de factions, en fait, c'est que leur monde a l'air extrêmement vaste. Et ça se trouve, la quête principale peut se contenter que d'un petit parcours et d'une anecdote quelque part. Ça se trouve. Et le reste, c'est la place à tout le reste. Ouais. C'est ça. Et ça aurait un peu de sens parce que du coup, il n'y a pas de leveling à proprement parler. Par contre, votre progression se fera particulièrement avec votre capacité à être curieux, en fait. À aller explorer, trouver les artefacts. Et c'est via ces découvertes-là que vous allez pouvoir augmenter votre arbre de compétences. Bon, spoiler, il y aura un arbre de compétences. On va pas essayer trop dessus, à part si c'est un truc particulier à dire, mais voilà, t'as les compétences d'attaque, de défense, d'esquive, de magie, les classiques quoi. Et pour le développer, ce sera pas via du leveling, quoi. Ouais, ils ont présenté, j'avoue que j'ai pas trop creusé, c'est pas le truc qui m'intéresse le plus. Ouais, pareil. Le fait qu'il n'y ait pas de leveling, ça m'a intéressé beaucoup. Parce que c'est le fait que tu dois aller chercher ton stuff pour vraiment devenir plus fort, ça c'est intéressant. Ouais. Et le fait qu'il n'y ait pas de scaling de niveau, alors ça, moi, il y en a qui aiment bien. Moi, j'aime pas le scaling de niveau, je trouve que c'est nul, ça casse la cohérence de son univers. Tu vois, tu peux pas revenir à ta zone de départ et avoir finalement les mobs qui sont toujours aussi forts que toi maintenant, ça n'a aucun sens. C'est nul. Je préfère aller dans une zone, voir un giga bar rouge qui me dit tu vas te faire exploser par la poule qui est là, et parti. Ouais. C'est plus Après, faut que ce soit cohérent. Moi, j'aime bien quand c'est cohérent. Juste, tu vois, tu vas dans une nouvelle zone, c'est telle faction qui est là, qui est une faction qui est, je sais pas, qui est technologiquement très avancée, parce qu'il y a l'air d'avoir ça sur le jeu, où c'est des mechas, des machins et tout, et toi, tu viens juste de commencer, t'as ta première épée. Tu t'y rends, tu te fais exploser la gueule et puis c'est comme ça, tu vois. Après, tu peux juste tester, forcer comme un gros gogol et le jeu peut peut-être te le permettre et ça serait intéressant aussi, tu vois. Ou alors ça te force à adapter ton gameplay, au lieu d'être bourrin, tu vas être stealth, tu vas essayer de te passer derrière, je sais pas, tu vois. C'est vrai, c'est intéressant. Je suis pas pour le scaling de niveau non plus aussi. Ça te rappelle trop. Dans un jeu qui se veut immersif, ça te rappelle trop que t'es dans un jeu vidéo en fait. Tu vois les barres de vie là aussi. Et là, le jeu, alors de ce que j'ai vu des premiers retours, c'est qu'en plus tu as. A priori, c'est que ça a l'air d'être bien pensé comme monde ouvert. Je pense que tu as peut-être raison, ils ont peut-être embrasé ce truc-là en pleine balle. Les gens disaient que tu avais envie de te laisser porter par la map. Genre, tu veux avancer, tu te laisses découvrir par des trucs. Tiens, j'ai envie d'aller par là, ça a l'air sympa, il y a l'air de se passer des trucs. Donc, c'est que le monde ouvert a l'air d'être bien rempli, ça a l'air d'être bien pensé. Il y a l'air d'avoir des trucs à faire intéressants. Je suis très curieux de ça. C'est vrai qu'il y a l'air d'en avoir partout. Quand tu regardes le monde, tu vois, t'as les montagnes, t'as les villages, tu regardes le ciel, il y a des trucs dans le ciel. Tu dis oui, putain, ok, d'accord. J'ai oublié les terminologies, mais en fait, c'est aussi pour ça que je voyais Breath of the Wild en regardant des images du jeu. C'est en fait, partout où tu te mets, tu fais un 360, tu vas avoir des centres d'intérêt visuel, vraiment, comme t'as dit, partout, quoi, en fait. Ça a l'air vachement fort. Alors, quand même, Breath of the Wild, voilà, je dis ce que tu penses, mais tu vas voir qu'un centre d'intérêt, tu t'y vas, t'as une crotte de Korogu, t'as le seum. Le plaisir, c'est le chemin. C'est de faire le parcours. Et tu auras toujours du fun à ce moment-là, en fait. Et quand bien même. En fait, je me dis, vu qu'ils ont une patte Breath of the Wild, si ça se trouve, tu auras le même pattern. Si ça se trouve, tu vas pas du tout t'y retrouver. Je sais pas trop, mais ça, c'est carrément probable. Hein. C'est vrai que là, on est juste curieux du jeu. Je sais pas du tout ce qui va se passer. On va l'acheter, on va jouer. Et ça se trouve, on va pas trouver notre compte. L'un de nous deux va le kiffer. C'est ça. Après, le jeu est tellement vaste que je me dis que tu vas forcément trouver ton compte quelque part. Parce que tu vois, le système de combat de Breath of the Wild, je me fais chier aussi, tu vois, parce que c'est pas central au jeu, c'est pas comme ça que tu vas t'amuser. Oui. Là, il y a l'air d'avoir un système de combat où tu te tabasses. Donc ça se trouve, il y a certains qui vont trouver leur compte juste dans l'action. Ils vont pas trouver d'intérêt dans l'exploration, mais ils vont juste vouloir se battre contre des centaines d'ennemis à la fois et trouver ça cool. Ça a l'air assez dynamique. Et d'ailleurs, sujet en parenthèse, tu vois. Je me demandais, en ayant la réflexion, tu vois, en fait, les détracteurs de jeu, ils ont l'air de dire qu'il y a trop de choses pour que ce soit bien. Oui. Je comprends cette logique-là. Et à un moment, je me suis dit, imagine, tu fais un jeu ultime. Genre, dans ton jeu, t'as absolument tout. N'importe qui peut trouver fourreau à son épée, tu vois. Dans le sens, t'arrives dans un RPG. Si tu veux faire du combat, il y aura moyen de faire du combat. Tu veux des quêtes narratives, il y en a. Et hop, si tu veux faire des courses de voiture, le jeu justifie le fait qu'il y ait des courses de voiture, mais hyper poussées, tu vois. Est-ce que tu penses que ce jeu sera populaire ou non? Un jeu mais qui n'est pas du tout spécialisé, il y a tout dedans. Non, pour moi non, ça marche pas. Enfin, en tout cas, pas chez nous. Chez nous, en Occident, c'est des codes qui marchent pas. Les gens veulent des parties pris. Ils sont attachés à une licence par partie pris. Quand t'es un fourre-tout... Quand bien même c'est qualitatif. Hein. Je te dis, imagine, c'est qualitatif. Imagine, t'as un jeu qui cumule Mario Kart, Forza et The Witcher en un, tu vois. Ouais, mais vu qu'il y a tout en même temps, les gens vont pas forcément penser que c'est pour eux quand même.
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Du coup, Si, je vois ce que tu veux dire, parce que j'ai déjà réfléchi à la question, mais du coup, je me faisais la réflexion. ils vont forcément se dire flemme, tu vois. Flemme de creuser. Qu'est-ce qu'ils me proposent, tu vois. Qu'est-ce que je comprends pas en fait. Parce que t'es forcément mêlé avec le reste de choses qui vont pas t'intéresser vu qu'il y a tout dedans. Tu vas pas pouvoir faire exclusivement ce qui te plaît. Si t'es pas curieux en tout cas. Et dans ce sens-là, tu vois, quelle est la spécialisation que peut avoir un open world autre que proposer plein de systèmes aussi, tu vois. En fait, j'essaie de mettre les deux en parallèle parce que j'ai l'impression que ça pourrait être un miroir à clé obscure si c'est vraiment le cas, tu vois. Dans le sens où ils ont choisi l'open world parce que ça servait leur jeu, pas parce que c'était un truc marketing. De toute façon, ça on le verra très 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 vite. Mais après, ça se trouve, le jeu, il a ses facettes fortes. Il va avoir un fil rouge. Tu auras peut-être le combat d'exploration. Ouais. Et après, c'est juste qu'ils ont fait 1000 activités en dehors. Je prends par exemple l'exemple des Yakuza. Je pense que t'as jamais joué à un Yakuza. Non, je connais la licence quand même. Yakuza, il se passe n'importe quoi, tu vois. Est-ce que c'est quoi le fil rouge de Yakuza maintenant? J'avoue, je me suis peut-être niqué dans mon truc tout seul. Si t'as un fil rouge de Yakuza quand même. T'as la narration de Yakuza, t'avances, tu vois, t'as tes trucs dedans. Et en fait, t'es mêlé dans tout ça de contenu secondaire en permanence qui n'ont aucun sens. Tu vas d'un coup faire du kart, après tu vas t'occuper de... Je sais plus comment t'appelles ça, les soubrettes dans un café, en mode jeu de gestion. Après, finalement, tu pars sur un jeu de stratégie au tour par tour sur des combats. Et après, tu fais de la danse en boîte de nuit, tu vois. Mais t'as quand même la narration qui te tient en fil rouge tout le long. Ça, c'est très asiatique. Donc je trouve que Crimson Desert a fait juste ça, tu vois. Il a ses piliers principaux. Et c'est juste qu'ils en ont profité pour mettre 1000 autres trucs qui vont remplir finalement tes séances de jeu. Et ça va rajouter plein de petits détails qui vont le rendre un peu cool, tu vois, un peu inattendu. Putain, je fais du bras de fer. Ok, marrant, cool. Ah putain, j'ai un jeu de gestion dans mon jeu du combat. C'est peut-être juste ça. Et si c'est juste ça, ça se trouve, ils ont réussi à la perfection. Et en fait, c'est juste que ça fait une belle pub en montrant plein de choses. Mais en fait, c'est juste des petits bonus comme ça qui viennent agrémenter le jeu. Mais en fait, le jeu est peut-être déjà solide sur ses piliers principaux. Et si c'est le cas, ça peut faire effectivement un excellent jeu. Voilà. Rien que d'en parler, je suis trop hypé. Je regarde des trucs en même temps. En fait, au-delà d'être hypé pour le jeu, je suis hypé de la découverte tellement ça a l'air mystérieux. C'est trop mystérieux. Ce jeu je trouve que tu vois, étonnamment, malgré ses graphismes très asiatiques et tout ça, je trouve que le jeu a l'air d'avoir une âme. Ouais. Pourtant, on aurait pu croire comme ça, il a pas l'air qui sont toujours un peu pareils et je trouve un peu trop lisses. Tu vois, en fait, souvent les jeux asiatiques vont prendre des codes de la fantasy qui est occidentale et ils vont le lisser. Tu sais. Les mecs, ils ont des coupes de cheveux qui marchent pas. Ils sont tous trop propres sur eux. C'est trop propre. Ça a l'air d'être moins le cas pour le jeu. C'est pour ça peut-être qu'il est catégorisé aussi Dark Fantasy. Ouais, c'est possible. Que tu peux mettre des énormes patates à des PNJ qu'on vient demander. Ah putain, j'ai vu des vidéos trop drôles où t'as le mec qui court juste contre des gamins et les gamins se cassent la gueule et t'as tous les villageois qui se réveillent en mode mais attends, mais ça va pas ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Voilà, c'est ce genre de choses. Ça n'empêche que ce genre de truc organique, tu te dis oula, ça met la puce à l'oreille de dire ah, attends, il y a l'air d'avoir un truc travaillé quand même. Ouais. Parce que le fait que juste les gamins ils ont une vieille physique quand tu les tabasses, ils tombent comme ça en mode ah. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ont fait ça? Ça se trouve, c'est dans ce genre de détails qu'ils vont réussir à... Alors, je parle pas des gamins qui sont explosés, mais dans les détails, tu vois, qui rendent le jeu vivant, qui vont vraiment réussir à se démarquer quand même il y a des contenus qui sont pas solides dans le jeu. Oui, parce qu'il est organique. Alors, par contre, le jeu est vraiment organique. J'ai vu pas mal d'images sur... avec la glace sur l'eau, le feu, le bois, les trucs que tu vas péter, toute la physique un peu de tous les liquides qui ont l'air d'être vraiment très poussés. Ça sert peut-être à rien du tout, mais en tout cas c'est là. Encore une fois, très Breath of the Wild, ça on peut toujours le dire, mais c'est là et je pense que ça peut servir du gameplay si ça marche bien. Vu qu'il y a de la magie et tout dans le jeu, franchement ça peut être très intéressant. Et petite parenthèse technique, qu'est-ce que tu penses du fait qu'ils aient leur propre moteur? Ah putain, ça c'est débat. Ça ouf moi. Ça, c'est vraiment le débat du moment, ça. C'est le fait que tu as un gros bashing de l'Unreal Engine, probablement à raison, qui était finalement la promesse de faire gagner du temps aux développeurs pour qu'ils puissent se concentrer sur des qualités du jeu, parce que du coup, toute la base serait servie. Mais en fait, on se rend compte qu'à terme, ça fait que du coup, ça crée un monopole graphique et technique, qui est très gênant, parce que la technique de l'Unreal Engine, c'est super, ça fait des trucs impressionnants, mais les jeux pèsent très très lourd, sont souvent très mal optimisés, et du coup, se ressemblent tous. Ouais. Et tu perds petit à petit l'âme des jeux et ça crée un lissage. Donc tous les gens qui ont gardé effectivement leur propre moteur, tu le vois tout de suite en fait. Et ça crée vraiment un truc très très différent. Ça fait un point fort hyper notable. Maintenant ça devient un point positif. Quand tu vois un mec qui a son propre, quand tu vois un studio qui a son propre moteur, tu dis ah putain curieux, intéressant. Tu vois. D'ailleurs petit parallèle avec The Witcher 4 qui fait peur du coup. Parce que lui il est sur Unreal Engine. Ils ont perdu leur moteur maison pour le coup. Alors peut-être que vu qu'ils sont en partenariat très serré, on va pouvoir voir ce que l'Unreal Engine propose de mieux et du coup ça peut être différent aussi.
Mais là, moi, je trouve que c'est bon signe. Surtout qu'ils se la pètent un peu avec leur Black Space Engine, là, les mecs de, de Pearl Abyss. Mais ils ont raison. Hein. Genre, je sais pas si t'as vu les vidéos de physique, notamment avec l'eau sur les rochers. C'est un truc de geekos, mais moi, genre, vraiment, moi, je suis hypé, tu vois. Je vois ça, je suis trop stylé. Personne voit ça, mais tu vois, moi, sur ma grosse télé 4K, je vais m'arrêter devant l'eau et je vais faire ah ouais, bien, bravo. C'est trop passé les pubs. Et ça joue tout. Après, bon, tu vois, je parle notamment Ubisoft qui a son moteur maison, c'est un des pires moteurs sur Terre. Hein, mais bon. Après, t'as des mauvais exemples, ça veut pas dire que la règle, tu vois, est assise, quoi. En tout cas, la discussion est toujours d'actualité. C'est vrai qu'il y a eu que du Unreal à un moment. Coup, les gens en ont marre parce que ça se sent, tu vois. Même les gens qui sont pas techniques, pas nerds, ils se disent, mais il y a un truc qui va pas, tu vois. Pourquoi mon jeu fait 100 gigas, il ressemble à tel autre jeu qui finalement n'est pas pareil. Enfin, il y a un truc qui. Ça lisse l'expérience. Et ça ne démarque plus les jeux les uns des autres, c'est un petit peu dommage. Donc ça c'est sûr que c'est un point fort. En plus ça se voit, ça se note tout de suite. Mais pour le coup tu vois, ça note le côté MMORPG asiatique. Tu le vois que leur moteur est dépensé pour ça à la base. Ouais. Au niveau des assets et tout, clairement. Ouais, les assets. Mais après il a l'air dense, tu vois. Parce que le point fort des MMORPG, c'est que c'est forcément des univers grands. Des univers grands qui doivent se démarquer quand tu pars d'une région à une autre. Donc tu dois avoir beaucoup d'assets. Donc pour un jeu solo c'est intéressant. Parce qu'on n'a jamais vu ça du coup. Il y a un peu une nouveauté. C'est qu'il y a ça aussi. Il y a ça. T'as un petit détail qu'on n'a pas parlé. Tu n'as pas qu'un seul personnage jouable. C'est vrai que j'ai parlé du petit monsieur des Greyman, là, Cliff. Et Cliff, alors c'est celui qui a été mis en avant tout le temps, mais ils nous ont vite assez dit qu'on avait a priori 3 personnages jouables, de ce que j'ai compris. Je sais pas si tu avais vu cette information-là. Si, j'ai vu l'info. Tu as une madame ninja un peu souple et un gros orc qui fait. Ouais, t'as un gros orc qui envoie les gens en l'air et qui fait des prises de catch. Et la madame qui se bat avec une rapière, là, ça se dit rapière? Ouais, c'est ça, une rapière, ouais. Qui a l'air un peu gay. Je n'attendais pas ce constat. Ok. Je trouvais son gameplay très chiant à regarder. Donc, faut voir, hein, ça se trouve, c'est trop cool à jouer. Mais je trouve que le personnage principal a quand même il a un flow en vrai. Il y a un peu un flow. Et tu sais si les personnages ils sont jouables, genre en mode c'est optionnel, ou alors tu peux vraiment faire juste le jeu avec un. Putain, ça on en a aucune idée. Je sais même pas s'ils ont creusé cette question-là. Ouais. Comment ça va se passer le swap entre les persos et tout. Ouais, je suis un peu que. Ça peut toujours être raté ou très bien réussi. Hein. Moi, je suis toujours sceptique de jouer plusieurs persos, pour qu'ils soient tous bien alors. Ouais. Parce que tu vois, là, je suis sur Assassin's Creed Shadow en ce moment. Je sais pas si j'en parlerai. Ça. Du coup, tu peux swap. T'as deux personnages, là, tu peux passer de l'un à l'autre. Et je trouve qu'en vrai, c'est très. Ça gasse le gameplay. J'ai la flemme, en fait. J'ai la flemme. C'est 2 gameplays différents, donc ça se joue. Mais en vrai, j'aurais bien voulu qu'ils me donnent une prestation et le jeu est comme ça, et puis point barre. J'aime bien les parties pris, en fait. C'est toujours la question. Moi, j'aime bien les parties pris. On essaie de tout faire, ça rend le truc un peu chiant. C'est chiant. Prendre des décisions et faire des sacrifices pour spécialiser dans un truc, ce sera toujours mieux. Plutôt que d'avoir un résultat moyen et lissé sur toutes les compétences. Ouais, mais c'est raison de plus. Pour ça que Crimson Desert, moi, il me. Parce que du coup, il y a l'air d'avoir des parties pris de certaines manières, mais en même temps, il y a l'air de ne pas en avoir du tout. Ouais, mais en fait, ça indique quand même qu'ils ont une direction, en fait, qu'ils ont une vision. Parce que s'ils avaient des parties prises sur rien, notamment sur la narration, qui est pour moi un gros sacrifice, surtout quand dans un jeu solo, tu vois. Ouais, mais pour le coup, quand ils ont annoncé il n'y aurait pas de branche scénaristique, pas de choix sur le scénario, moi j'ai vu ça comme une énorme bonne nouvelle et je me suis dit mais oui, parce que en fait, si tu regardes l'historique des jeux récents, je vais saucer Breath of the Wild encore une fois, mais un jeu récent qui se veut open world et pas couloir, parce que sinon tu vas me dire c'est le cas de Zelda depuis toujours, je t'aurais dit oui, mais pour le coup c'est pas le cas de Breath of the Wild ni de Tears of the Kingdom. C'est quand même rare de voir des open world où la narration c'est pas le critère principal, quoi. C'est vrai. C'est là-dessus où je trouve qu'ils sont forts. Enfin, ils marchent sur les traces de celui qui a ouvert la porte, du coup, qui est la licence Zelda sur ce sujet. Et moi, ça me met en confiance, tu vois. S'ils avaient choisi de tout faire en même temps, là, je me serais posé des questions, mais pour le coup, là-dessus, ça m'attise. Ça va peut-être du coup ouvrir aussi si c'est vraiment bien réussi, ça va peut-être un peu casser les codes de l'open world et on va peut-être arriver à des nouvelles tentatives d'open world qui sont en fait trop. C'est trop normé en fait maintenant. Ils sont trop normés. C'est toujours pareil. C'est forcément un RPG. T'as forcément des niveaux. Quêtes, ouais, c'est ça. T'as des quêtes. C'est clair. Attends, est-ce qu'un open world ça pourrait pas, je sais pas, être. Alors, je vais dire un jeu de voiture, il y a Mario Kart, mais bon. Mec, il y a Forza Horizon. Forza Horizon, c'est un open world. Hein. Et ben pourtant, mec, c'est les mêmes codes. Hein. C'est les mêmes codes. Attends, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer quel genre de jeu pourrait être marrant en open world? Counter-Strike? Non, vas-y, un jeu de foot. T'as des terrains, t'as plein de terrains collés comme ça, tu peux arriver sur un match. Tu te balades comme ça, là, clac. Non, mais t'avances dans ta rue, tu vois, un peu comme NBA 2K, je crois, ils avaient des modes un peu comme ça. Non, c'était pas tout à fait ça, c'était pas un open world en tout cas, mais
T'es là, t'as ton petit bro, peut-être un petit jeune, et t'essaies de former une équipe en mode foot de rue. T'as un petit lore et tout, comme ça, tu parles de terrain en terrain, et tu te trimbales en trottinette électrique. Voilà, le jeu moderne. Parce que, en fait, c'est pas moyen. En fait, au final, l'open world, c'est un support. Tu peux mettre plus ou moins ce que tu veux dessus. Bon, après, il faut que c'est toujours bien pensé. Mais c'est vrai que ça ouvre vraiment une porte à quelque chose de nouveau. Ce qui est toujours bienvenu. J'ai vu que les gens avaient vu ça comme, tu vois, le truc des choix, genre en mode ah ouais, ce sera sans moi. Tu sais. Je me dis putain, mais c'est pas possible. C'est horrible d'être fermé d'esprit comme ça. Mais en fait, on les a tellement. Mais on a codé les gens en fait. On a tellement codifié le genre, les gens ils marchent comme ça. Si tu leur proposes autre chose, attends, il y aura pas ça, mais attends, mais trop la honte de sortir un jeu à 2026, t'as pas de choix. En fait, je déteste les humains, j'ai déjà parlé d'un podcast. Putain, en fait, j'ai envie de parler d'autre chose parce que là, les réseaux sociaux récemment, ils ont tout démarré, mais bon. Restons concentrés. C'est un rapport avec les jeux vidéo quand même. Oui, c'est un rapport. Ok, ça va venir après, alors c'est parfait. Attends, il y a un autre sujet que je voulais aborder. Est-ce que je le garde pour le pro qu'on aura mis les mains dessus? C'est peut-être mieux en fait. C'est sur Crimson toujours. Je pense qu'on va attendre d'y jouer pour aller plus loin. En vrai, à part si t'as autre chose à dire dessus. Mais en tout cas, pour le moment, moi je suis hypé. Ouais, moi je voulais juste qu'on en parle parce que je pense que ça va être un petit peu l'événement de l'année. Et en fait, ça peut être trop marrant parce que ça se trouve tout le monde va jouer. Je pense que dans tous les cas, il y a tout le monde qui va acheter le jeu. Parce que je pense que ça a créé quand même un petit engouement. Alors, le truc, il a 3 millions en wishlist Steam. Enfin, c'est vraiment un truc assez gros quand même. Hein. C'est un truc vraiment pas mal. A priori, tu vois, t'aurais en estimation, il y a des gens qui disent 7 à 9 millions de ventes. Ça serait absolument énorme. C'est abusé. Ouais, on verra bien. Mais du coup, ouais, il fallait qu'on en parle. Et du coup, je suis très curieux. Ça se trouve, le jeu va passer à la trappe. Tout le monde l'aura oublié une semaine après. Parce qu'en fait, c'est un four. Et ça serait. Mais t'imagines, parce que eux, donc si j'ai regardé le temps de développement, c'est 6 ans. Et Pearl Abyss, c'est 1300 employés. Il y a ça aussi qui joue. Très grosse structure. C'est vraiment très gros. Dont 760 développeurs, a priori. Putain, l'armée, tu mets de la force de travail. Donc normalement, tu peux tenir des promesses si t'es bien organisé avec autant de mecs. Hein. Ça peut être le chaos, mais a priori, ça a pas l'air d'être ça. Le développement a l'air de s'être bien passé. C'est 600 devs. T'imagines, tu développes 6 ans. Imaginez 6 ans de votre existence. Genre, revenez 6 ans en arrière et rappelez-vous où vous étiez. Il y a des mecs, ils étaient en train de développer un jeu, le même jeu. Donc en vrai, putain, ça serait horrible. T'imagines, mec, tu travailles 6 ans de ta vie, tu sors le jeu, les gens disent c'est de la merde. L'horreur. Ouais, mais après, regardez les gars, regardez, je peux couper un arbre et le tronc il glisse sur l'eau et c'est cool. Trop bien la feature. J'espère. Non, j'avoue, moi j'ai envie d'y croire. Parce que j'ai envie de m'y amuser. Parce que pour rappeler, je suis sur Assassin's Creed Shadow. J'avais parlé de Star Wars Outlaws il y a quelques temps en disant que j'avais vraiment trouvé ça très très bien et que c'était vraiment super et que ça se voyait que c'était pas un jeu à gros budget chez Ubisoft mais que ça avait été très bien réussi, très bien réalisé et c'était fonctionnel. Et bah Shadows, c'est pas aussi fonctionnel. Voilà, je vais juste dire ça comme ça. C'est pas pareil. Et franchement, j'ai envie d'un open world où je me sens bien. Quoi. J'ai envie de me balader, de me dire c'est bien. Là, je m'amuse bien. Parce que franchement, il y a quand même, tu vois, si je compare encore une fois un peu sur un autre open world, parce que par rapport à Shadows, tu vois, il y avait Ghost of Tsushima avant. J'ai le souvenir, tu vois, où pendant que je jouais à Ghost of Tsushima, je me baladais comme ça sur la map. Sur ma télé 4K, hein, je le rappelle, parce que je suis extrêmement riche. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et je me dis, putain, j'ai vraiment envie de passer ma vie à jouer aux jeux vidéo. Je sais pas, tu sais, la sensation où t'es trop content du moment présent. Je sais pas si tu vois de quoi je parle, ou il y a peut-être que moi qui délire dans ce fonctionnement-là. C'est pour ça. J'ai un moment de recul sur le moment, c'est où je me dis, mais attends, mais c'est vachement bien ce que je suis en train de vivre en ce moment. Alors que t'es même pas en train de faire une quête, t'es littéralement en train de te faire un transit d'un point A à un point B dans ton jeu, mais en fait, tu te fais pas tellement porter par l'univers que. Il y a un truc, tu sais, où tu dis, je me sens vraiment bien. Genre là, intérieurement, en tant qu'humain, tu vois, je réfléchis à ma situation. Je joue à un jeu vidéo, je ne produis absolument aucune valeur dans ma vie, et pourtant ça c'est vraiment parfait, j'adore ce moment, je veux faire ça toute ma vie. Magnifique. T'as aucune culpabilité. Par toute l'influence développement personnel. Ouais, c'est ça qu'on vous dit, non, vous avez pas la nuance. Vous avez pas la nuance. Il faut écouter les autres podcasts pour comprendre ce qu'on essaie. Non, mais de toute façon, on va juste leur rabâcher, il y a un moment, ils vont comprendre. Et après, dans notre communauté, il y aura que des mecs comme ça. Il y a que des mecs qui penseront de la même manière, on aura formaté tout le monde. C'est exactement ce qu'il faut. Mais après, ça va faire pire. Les mecs vont lancer une game de LoL, ils seront en train de s'ouvrir les veines. Non, mais vous avez le droit aussi, vous avez pas compris, arrêtez. Tout est une question de mesure. Putain, du coup, on est parti, je sais plus ce que je disais.
Ah si, Shadow, j'ai pas eu toute cette sensation-là. Voilà. Je joue à Shadow et j'ouvre la map et je me dis oh merde. Oh, les points d'interrogation, il y en a partout. Ah non, mec, c'est vraiment c'est un peu une plaie. Le jeu est très redondant. C'est un peu spécial. Petite parenthèse, parce que je pense qu'on va pas très changer de sujet. Le prix, c'est aux alentours de 60 sur des sites que vous connaissez. 70. Bon, c'est Comme un c'est jeu un d'un jeu, prix ça. neuf AAA. Ils ont pas cherché le 80 € comme certains studios ont osé le faire. Ils sont restés sur la base du 70 classique. Donc bon, bah ça vaut ce qu'il vaut. Moi, je crache pas dessus. C'est normal. C'est normal en tout cas. Sauf si toi, tu trouves que c'est abusé et que t'aimes bien payer tes jeux 40 €. Non, c'est parce qu'en fait, je le mets en corrélation. J'aime bien mettre le prix en corrélation. Avec Mario Kart sur Switch 2, peut-être. Ouais, bah, par exemple, mais j'allais dire aussi du temps de jeu, même si c'est pas toujours valable, mais pour ce genre de jeu, ça l'est. Mais je pense qu'il sera très long parce que j'ai l'impression que si le contenu. Enfin, si le jeu respecte ses promesses, j'ai l'impression que c'est un jeu qui sera en 500 Ah, heures. ils ont aussi parlé d'un truc important. Attends, il y a un truc qu'on n'a pas mentionné, mais qui est un argument de vente énorme à voir si c'est leurs promesses. Mais ils ont parlé, ils se sont dit pas de microtransactions dans le jeu. Ah oui, Tu as acheté le jeu, tu as tout le jeu. En fait, je crois que c'est pour ça. C'est pour ça que j'en ai une super bonne impression. Parce qu'en fait, dès que j'ai des trucs dessus, soit c'est des parties pris, même si ça m'arrange pas, parce que j'adore la narration. Enfin, je dis ça m'arrange pas. C'est quelque chose que j'adore. Donc ça pourrait me faire chier qu'il n'y en ait pas. Mais je suis quand même content qu'il n'y en ait pas, étant donné je me dis ils ont mis la qualité ailleurs. Et le fait qu'il n'y ait pas de microtransactions, ça reste des biais. En fait, tu dis. Il y a quelque chose, il y a une volonté, il y a une vision. Et c'est le plus important en fait quand tu proposes un jeu. Après, c'est voir s'ils tiennent vraiment leurs promesses, parce qu'il faut pas oublier qu'ils viennent du monde du MMORPG. Le monde du MMORPG, on le connaît sur, sur les concepts de financement, les stratégies en tout cas de, comment on dit, de monétaire quoi. Donc s'ils tiennent vraiment leurs promesses, il n'y a pas de transaction, c'est que le jeu vaut vraiment 70 balles et que du coup ils doivent juste en vendre beaucoup et que ton expérience est complète, tu t'amuses au jeu, c'est parfait. Peut-être des DLC, moi je suis, comme on a déjà dit, on n'est pas contre les DLC, les extensions si c'est bien travaillé. Mais tu vois le délire des microtransactions dans les jeux solo, c'est un truc qui devient presque normal maintenant, alors que ça me paraît être une aberration sans nom. Tu vas payer des skins à je sais pas combien, à genre 20 balles pour un jeu où t'es tout seul. Tu peux acheter genre genre je pense à Ubisoft notamment. Ubisoft, tu peux acheter des trucs pour aller plus vite dans ta progression. Mais c'est un jeu solo. Qu'est-ce que tu racontes? Et non, faut y jouer comme un jeu mobile maintenant. Du coup, ça n'a aucun sens. Donc ça, en fait, on est choqué encore de voir ce genre de nouvelles, mais genre tu dis bah c'est une bonne nouvelle en fait. Ça serait bien que si le jeu est vraiment bon et qu'ils n'ont pas menti, ça peut du coup dire à d'autres studios de se dire bah on n'est pas obligé d'aller là-dedans si on veut avoir du succès, on peut juste faire un bon jeu quoi. Ouais, ça montre à quel point ils ont confiance aussi dans leur jeu. Ça, Ouais, j'ai pas envie de croire un coup de bluff parce que ça serait peut-être fatal au studio aussi quoi. Ah voilà, c'est au-dessus. Si en fait tu lances le jeu, t'as une boutique dedans, tu peux acheter de la monnaie virtuelle, tu vas dire non, c'est pas possible. Ah, les menteurs. Il y a un pass de combat. Ouais. Ah non mais vas-y, ah, t'imagines, t'as des saisons et tout, mais c'est un jeu solo, je comprends pas. L'horreur. L'horreur. Non en vrai, non, je pense vraiment pas que ce soit des menteurs, je suis peut-être trop optimiste. Mais en fait, tout ça cumulé, j'avais oublié l'histoire des microtransactions, j'avais juste intégré. Je pense que c'est pour ça que j'avais une sensation positive quand j'y pensais au jeu. Et du coup, en parlant de monnaie, t'as aussi un délire avec les monnaies en fonction des régions. Chaque région n'aura pas la même monnaie forcément. Ça, c'est trop bien. Ça, ce que tu peux acheter. En fait, tout ça, tu dis, mais attends, mais ils ont intégré des systèmes qui sont trop intelligents, qui rendent vraiment ton jeu organique. Bah, du coup, ça fait Je sais vraiment pas à un quel vrai point c'est open poussé, world mais c'est consistant vraiment qui poussé, fonctionne. c'est Ouais. C'est ça. Plus l'histoire de la bourse. Encore une fois, je sais pas à quel point c'est poussé. Si c'est vraiment poussé de façon que ça a un impact, que ça fluctue et tout en fonction d'événements, c'est super intéressant. La monnaie, pareil. Bon, on verra tout ça très bientôt. Très très bientôt. Je pense qu'au prochain podcast, ce sera peut-être même lui qu'on parlera. Je ne sais pas. Potentiellement, ouais. Bah, Ouais. Moi j'ai discuté avec mon banquier là, pour pouvoir faire un prêt à la banque pour acheter le jeu. Parce qu'après la télé, vous comprenez, c'est un petit peu délicat. C'est un peu chaud. Bientôt falloir changer de télé en plus du coup. C'est vrai. Parce que, ouais. Ah ouais. Parce que c'est déjà démodé. C'est plus le meilleur modèle de l'année, faut que j'en achète une nouvelle. Mon dieu. Alors, je vais jouer sur mon bon PC. Putain, je sais pas comment tu fais, mec. J'avoue que moi, franchement, maintenant que j'ai le délire canapé, je peux pas consommer les jeux vidéo de ce genre d'une autre manière. En fait, ça me paraît bizarre. Tu sais que je te comprends à 100%, c'est juste que j'ai pas le choix. En fait. C'est plus ça. Ouais, je pense que quand t'es assis, déjà, dès que je peux, je prends la manette. Dès que j'ai un jeu et que je peux jouer à la manette, je prends la manette. Ça, c'est vraiment un signe de quelqu'un qui a vieilli, ça me fait rire. Ouais. Ah, ok, va te faire enculer. Bon, après, tu fais pareil, ça va. Oui, je fais pareil. Je fais pareil, mais je convertis petit à petit les gens à le faire autour de moi. Parce qu'il y en a plein qui ont l'impression d'avoir jamais découvert ça. Ah, tu prends une manette pour jouer? Bah oui. Je pense que le clavier souris, c'est le syndrome. J'ai joué 4 jeux compétitifs en fait. Ouais. T'es là, tu vois la tête collée sur l'écran alors que tu joues un jeu solo. C'est bon en fait. Ouais, tes épaules sont tendues. Elles sont tendues. T'as un mauvais ratio taille-épaule et en plus elles sont tendues. C'est pas normal. Il y a un problème dans ta vie.
C'est que tu es là, Crimson Desert, tu lances le jeu, t'es avec ta souris dans la main, tu sais. Qu'est-ce que tu non, fais? ce qui est l'horreur. Mais même Kingdom Come, voilà, allez, je vais mettre une balle à quelqu'un qui écoute le podcast. Kingdom Come, tu joues clavier souris. Ah ouais, dur. C'est bizarre quand même. Enfin. Mais c'est en première personne, Roméo, c'est un RPG quand même, c'est plus facile dans les menus. Ah, attends, Cyberpunk, t'as joué à la manette? Oui, j'ai joué à ma tête, Cyberpunk. Ok, je vais la mettre aussi, c'est le premier truc qu'on m'a dit, mais c'est un FPS. Mais putain, mais je suis pas sur Valorant, qu'est-ce que tu me racontes? C'est quoi, du coup, ils montent sur leur moto, ils prennent la manette? Je comprends pas. Ouais, peut-être, je sais pas. J'ai une bonne question. Et Clore, t'as de la conduite avec le ZQSD? Ouais, mais quand je fais des traits au sniper, en fait, des quickscopes et tout, mais gros, les PNJ ne bougent pas. C'est des tourelles, en fait. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux pas être à l'aise. Ouais, bah, après, il y en a qui n'ont jamais joué à la manette aussi. Hein. Ils n'ont pas été sur console, ils ont commencé avec des PC, ils ont tout fait au PC, du coup, ça leur paraît pas du tout naturel. Tu vois. Il y a un truc qui a bugué un peu là-dessus. C'est tellement moi, maintenant, il y a même pas. Moi, c'est vrai que j'ai commencé à la console, donc pour moi, il y a tellement de jeux où ça me paraît une évidence d'être avec une manette dans les mains. Tu vois, je sais pas jouer à Assassin's Creed au clavier souris. Tu penses que c'est 100% subjectif? Tu penses qu'il n'y a pas d'objectivité? La manette est pas plus. Je dirais qu'il y a un truc objectif quand même, parce que les jeux, surtout solo, sont pensés pour console et du coup sont pensés pour une maniabilité manette. Et juste le PC est rajouté dedans à la volée, tu vois. Donc forcément, tout de suite, bon. Moi, j'allais dire. D'ailleurs, je nuance un truc pour reparler de Crimson Desert. Crimson Desert, si je me trompe pas, a été pensé sur PC pour le PC. Mais je pense quand même qu'il joue à la manette. Mais par contre, ça c'est aussi une autre bonne nouvelle. C'est-à-dire que le jeu va tourner sur PC parce que j'en ai ras le cul des jeux qui tournent plus. Alors que t'as une super bonne config, c'est vrai. Parce que maintenant, il faut des machines de fou, il faut optimiser dans tous les sens parce qu'ils en ont rien à foutre. Enfin, c'est vraiment... Ça, c'est encore un problème de Unreal Engine, mais pas que. Parce qu'encore une fois, je vais taper sur Ubisoft. Mais tu vois, Assassin's Creed Shadow a des problèmes techniques absolument colossales. Sur mon PC, mec, j'ai des trucs de son et tout. Genre comme si le jeu était en... Tu sais, comme s'il y avait un leak de mémoire et du coup, ça charge plus. Genre, j'ai des textures qui chargent pas, le son s'arrête. Mais c'est pas possible en fait. Parce qu'ils s'en foutent. Tu sais, ça marche sur console, donc ils s'en foutent. Pour le PC, on s'en fout. Donc ça me donne, pour moi c'est une bonne nouvelle aussi pour Crimson Desert. C'était ça que je voulais dire. Ok, attends, petit point qui reviennent par-ci par-là. Ouais. Bon, en tout cas, jouer à la manette pour tester. Moi, je pensais qu'il y a, la façon dans laquelle le jeu a été conceptualisé, mais il y a aussi juste le point de vue postural en fait. C'est le clavier souris, t'es forcément t'es tendu sur ton écran là, t'es tout droit, alors que manette tu peux te relâcher et te mettre vraiment dans ton siège. T'es écrasé, ouais, et tu regardes, ouais, c'est vrai. C'est plus. Bah, c'est organique une manette. Les analogues et tout, t'es plus. Effectivement, t'es pas précis et tout ça, mais je sais pas, t'as un truc où t'es plus détente dans le jeu quoi. C'est vrai que t'as raison, la posture c'est hyper important parce que t'es pas forcément la posture que tu vas aborder. T'es beaucoup plus. C'est vrai que quand t'es à la manette, t'es forcément concentré en mode compétitif. Clavier souris, t'es forcément concentré en mode compétitif. T'es bloqué sur le jeu. Quand tu cherches la performance sur des PNJ, c'est bizarre en fait. Ouais. Putain, comment je l'ai. C'est vrai que Kingdom Come, tu pourrais penser que ça s'y prête avec le système de combat, mais en fait, la manette ça marche tout aussi bien. C'est même plus intéressant, t'es plus concentré du coup sur ce qui se passe réellement à ton écran plutôt que de ta posture sur. Ok, là au moins je peux bien viser. Je peux bien viser avec mon arc sans curseur sur Kingdom Come. Oh, elle est con. Allez, trou de balle. Allez hop. Ça, c'est une petite balle pour vous. Il a pris sa balle perdue. Enfin, ils ont pris leur balle perdue, mais je pense que quelqu'un a surtout. C'est une vengeance personnelle. Ouais, une vengeance personnelle, parce qu'on a eu une discussion là-dessus, ça m'avait rendu. Si je l'avais pas montré. Non, mais de toute façon. Autant de ressentiment? Oui. Est-ce que je peux changer de sujet, Roméo? Parce que justement, tu m'as fait un bon point. Il faut qu'on parle de quelque chose de négatif pour cracher sur les gens. Allez, ouais, j'avais besoin de cracher sur les gens. Parce qu'encore une fois, vous comprenez rien aux jeux vidéo. Voilà. Les gens comprennent rien aux jeux vidéo. Nous, on a tout compris. Parce que déjà, ce débat manette, encore une fois, je pense qu'on est déjà la preuve. Mais là, j'ai vu des choses. J'ai vu des choses dont je dois très. Voilà. Okay. J'ai deux idées de sujet, mais je te laisse. Je sais pas de quoi tu veux. Déjà, il y a eu 2 sorties la semaine dernière. 2 sorties. Ouais. Le même jour en plus. À 1 heure de décalage. C'est pour dire. 2 sorties qui étaient assez attendues. Enfin, une au tournant et une qui était juste attendue. Je crois que c'était ça un peu l'histoire. Donc, ces sorties sont Slay the Spire 2 et Marathon. On avait parlé de Marathon. Tu te souviens qu'on avait parlé je me rappelle, c'était en septembre. Je me rappelle même du mois. Si j'ai pas de conneries. Ça devait être ça parce que normalement c'était la sortie de base du jeu. Bon. Il n'y avait pas longtemps de date de sortie, j'abuse, mais bon. On en avait parlé parce qu'il y avait une DA qui était particulière, ça intriguait, mais on se disait en vrai four, extraction shooter, four. Pas de chance, Ark Rider c'est sorti peu après. Et a été un énorme succès. Énorme succès, mec. Attends, je pense là, je regarde les Steam Charts, il y a 200 000 personnes dessus. 300 000 même peut-être.
Bref, un jeu succès qui est honnêtement mérité. Après, c'est toujours rigolo, c'est des genres de jeux un peu niche, donc c'est qu'ils ont réussi à sortir leur épingle du jeu pour que ça intéresse des gens au-delà de la niche. Très intéressant. Mais les extraction shooters sont toujours un genre de niche. Attention. Ark Riders, c'est une exception dans ce lot-là parce qu'il propose un truc un peu différent. Marathon est un extraction shooter. Mais les gens l'attendaient quand même, parce que DA particulière, parce que c'est Bungie. Attention, Bungie, c'est dernièrement, ce sont les Destiny, c'est Halo, c'est des jeux... Bon, Destiny, c'est jeux solo, c'est jeux service, et normalement, voilà. Mais c'est FPS. Ils savaient faire des FPS. Mais pas FPS compétitif. Il y a un multijoueur compétitif sur Destiny, je sais pas si tu y as déjà joué. Bon, on va pas creuser là-dessus, quoi. Donc les gens l'attendaient quand même un peu curieux, notamment pour sa DA. Alors moi j'étais très sensible à la DA, je trouvais que ça marchait très très bien. Les bandes annonces étaient vraiment très stylées. Du coup j'avais quand même hâte de jouer au jeu, j'étais un peu curieux. Il y a eu le serveur slam. Je monopolise la parole, tu me dis si ça te dérange, et n'hésite pas à me couper si tu veux, mon ami. Il n'y a aucun lézard pour disclaimer, j'ai pas joué au jeu, donc de toute façon je vais réagir de ce que j'ai vu surtout. Voilà, ça j'ai très très hâte de savoir ce que tu as. Parce que moi je donnerai mon avis après. Pour l'instant je vais juste faire l'histoire. Ok. Il y a eu le serveur Slam, s'il appelle comme ça, qui était finalement leur test serveur, mais qui était aussi un petit outil marketing. Donc c'était une bêta d'un week-end, une semaine avant la sortie du jeu. J'y ai joué, les gens y ont joué, les gens ont trouvé ça cool, mais pas trop, et il y a eu un début de bashing. Le jeu s'est fait bash très très fortement. LOL, c'est la trilogie Concorde. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est Concorde, Concorde est un jeu, un hero shooter sorti par Sony qui est mort en 2 semaines. Serveur coupé alors que le jeu avait coûté des centaines de millions. C'était une catastrophe. Et c'était dans l'élan woke. Les gens disent que c'était woke, du coup. Attends, c'est quoi le dicton? Go woke, go broke, comme disent les gens des réseaux sociaux. Bon, le jeu est un four d'osade, c'est une catastrophe. Récemment, on a eu Helgard, jeu annoncé en clou du spectacle de Game Award, qui a fermé ses serveurs au bout d'un petit mois. Là. Catastrophe pareil. C'était la même chose, design sans âme, blablabla, hero shooter, on s'en fout. Et là, les gens mettent Marathon dans le même lot. Genre, ils disent que c'est la trilogie Concorde. Je reviendrai dessus après. Je pense que les gens sont d'une stupidité hors du commun pour mélanger des choses qui n'ont rien à voir. Mais bon, c'est pas grave, on va revenir dessus plus tard. Parce qu'avant ça, j'aimerais parler de l'autre sortie qu'il y a eu sur la même période, qui est Slay the Spire 2, qui était, je pense, attendu. Mais je pense pas qu'il était autant attendu que ça. Donc, toi, t'avais joué au premier ou pas? Non, pas du tout. Ok. J'ai joué à aucun des deux. Pour ceux qui connaissent pas, Slay the Spire, c'est un petit jeu à la base indépendant qui avait quand même bien marché. Hein. Il est rentré dans les jeux indépendants qui ont bien plu. Donc, c'est un jeu de cartes en mode roguelike. Je vais pas trop décrire, là, j'en regarde si ça m'intéresse. Petite parenthèse, t'y as joué toi? J'ai joué au premier, ouais. Tu l'as fini? Non, parce que c'est pas mon genre de jeu. Voilà, mais d'accord, merci. J'ai commencé à me poser des questions. En gros, j'ai joué au jeu, j'ai trouvé. T'as compris le délire? J'ai vu l'addiction tout de suite. Je me dis, oula, ah oui, je comprends pourquoi t'as envie de jouer autant. Mais moi, c'est un truc qui me plaît. En fait, je suis quelqu'un qui est bête. Voilà, je suis très bête. Et du coup, là, quand il faut commencer à réfléchir, un peu m'intéresser au jeu, lire les cartes, bah ça m'a perdu. Parce que je suis bête. Voilà, pas de chance, je joue à Call of Duty, je suis trop bête pour ça. Donc je me suis dit, c'est pas pour moi, mais j'ai reconnu totalement la qualité du jeu. Genre, je sais très bien que c'est un très bon jeu, il n'y a pas de doute. Le 2, point fort du 2, il y a une coop, il y a un multijoueur sur le 2. Donc ça intrigue plus tout de suite. Donc, je m'attendais à ce que le jeu marche, tu vois. Surtout que j'entendais beaucoup, les gens attendaient vraiment, même chez les moldus. Le mec devient horrible, il devient arrogant, tu sais. Chez les moldus, les gens parlaient du jeu, tu vois, l'attendaient. Et là, badaboum, 570 000 joueurs en pic sur Steam. Oh là. Oh là. Alors, je pense que les gens ne se rendent pas forcément compte en termes de chiffres. Parce que je dis des chiffres comme ça, mais les gens se disent, mais je comprends pas, quand je regarde les ventes de jeux, par exemple, Clair-Obscur, c'est 5 millions de ventes. Ça va pas être beaucoup, 570 000 joueurs. J'arrive pas à le dire, je suis un débile. Si vous voulez un peu un arc de comparaison, Slay the Spire 2 se situe au niveau, en termes de pic de joueurs sur Steam seulement. Alors, je crois qu'il est sorti que sur Steam, donc peut-être que je dis de la merde. Sur Steam seulement. C'est au niveau entre Path of Exile 2, Battlefield 6, Valheim. Je sais pas si ça commence à parler à des gens là, peut-être. Hollow Knight Silksong. Hollow Knight a cassé Steam. Hein. Peut-être les gens ils ont oublié cette nouvelle aussi. C'est un autre jeu indépendant, Hollow Knight. Puis ça a pété le. Ou Apex Legends. Apex Legends est un peu au-dessus quand même.
mais c'est un peu dans ces eaux-là en termes de pics de joueurs. C'est-à-dire, c'est dans le top 20 des pics sur Steam. Donc là, on est vraiment sur des jeux à très fort succès. Actuellement, sur Slay the Spire 2, il y a 445 000 joueurs. C'est le 3e jeu le plus joué. Enfin, je sais pas si... Ceux qui n'ont pas d'image du jeu, allez regarder. Ça vous donnera peut-être plus de perspective sur qu'est-ce qui se passe. Pour que les gens comprennent. Parce que là, c'est vraiment un ovni. Ce qui se passe, c'est très particulier. Je n'ai pas d'explication tangible à ce qui se passe. J'avoue que j'ai creusé un peu le sujet. Je sais pas, je comprends pas. Pourquoi. Alors oui, le jeu a l'air bien. Qu'est-ce que c'est que cet engouement? Et en fait, ce qui s'est passé et pourquoi il y a mon coup de gueule, c'est que les gens se sont amusés à comparer Marathon et Slay the Spire sur toute la semaine passée, là, en mode, regardez à quel point Marathon est un bide. Mais messieurs, mais vous ne pouvez pas comparer l'incomparable. Tu ne peux pas comparer un jeu qui a fait 570 000 de pics de joueurs. Là, c'est un succès phénoménal. Je sais pas que c'est combien de ventes derrière, mais j'ai hâte d'avoir le chiffre. C'est absolument énorme. Slay the Spire 2 est devant PUBG en termes de joueurs actuels, hein, je parle pas en termes de pics. Et donc parler de bid pour Marathon, c'est peut-être un peu disproportionné. Donc là, les gars, ça ne sert plus à rien de les comparer. C'est hors jeu. Oui, c'était rigolo de les comparer à la sortie, parce qu'effectivement, on a vu que Slay the Spire le dépassait, ou en tout cas, ils étaient un peu sur la même grandeur de joueurs. Mais dès le lendemain, dès que les Américains sont réveillés, c'était fini en fait. Là, il y avait une explosion absolument totale. Le jeu, c'est un succès phénoménal. Là, les mecs sont milliardaires. Donc c'était un petit peu fou là-dessus. Donc je sais pas si t'as suivi ce truc-là, mais moi j'ai trouvé ça absolument dinguissime. Ça n'a aucun sens, c'est fou. Le chiffre, si je l'ai vu, j'ai trouvé ça abusé. Par contre, j'ai pas vu de gens qui se foutaient de la gueule de Marathon particulièrement. Après, vu que j'ai pas joué au jeu, il y a peut-être moyen que je sois aussi. Alors moi, mon Twitter, du coup, il s'est cassé. Alors moi, c'est très Twitter qui a été la référence, mais en gros, mon Twitter est cassé. Je n'ai que du Marathon là-dessus. Et il y a effectivement eu un gros marathon. Mais il y a un marathon bashing, mais vraiment très fort. Genre, il y a des streamers là qu'on dit qu'ils ne jouaient maintenant que offline, parce que dès qu'ils y jouent, dans les commentaires, c'est que des mecs qui insultent le jeu. C'est un truc de ouf en vrai. C'est vraiment un bashing total sur le jeu. Mais c'est juste comme quoi les gens, en fait, c'est là où je veux en venir. Les gens sont juste bêtes parce qu'ils vont suivre un effet de mode. C'est un effet de mode. Il faut critiquer le jeu. LOL, c'est rigolo. C'est un jeu woke. Regardez, il est coloré. C'est un jeu woke. Faut le critiquer. Et du coup, le jeu s'est juste fait bâcher dans tous les sens. Et du coup, c'était rigolo de montrer les chiffres de Slay the Spire et de montrer les chiffres de Marathon en disant regardez, ils ont perdu tous leurs joueurs. Et tu sais, quand les mecs montraient les stats à chaque fois, ils montraient genre à 14h chez nous. Bah oui, bande d'enculés, mais à 14h chez nous, bien sûr qu'il n'y a que la moitié des joueurs habituels, vu que les Américains dorment. Putain. Bon, je suis énervé, maintenant j'ai envie d'avoir ton avis sur je vais pouvoir tempérer un petit peu, parce que tu vas avoir l'avis de quelqu'un qui a un truc par du coup ne s'est pas fait bâcher. N'a pas vu le bashing. Moi, perso, j'ai l'impression que le jeu a été bien reçu du public, moi, de mon point de vue. Marathon, je parle, pas Slay the Spire. A été plutôt bien reçu, particulièrement dans le sens où, de ce que j'ai cru comprendre. Tu vas me dire si je me trompe du coup. Le jeu n'est pas particulièrement novateur dans ce qu'il s'agit du gameplay et de l'extracting shooter. Tu te trouves sur une base assez classique et conventionnelle, t'es pas surpris de ce point de vue-là. Par contre, la base est solide et assez saine pour potentiellement évoluer dans une très bonne direction, sous couvert d'une très belle couche de direction artistique qui, pour le coup, là, fait des notes vraiment avec ce qui existe déjà. J'ai l'impression, des images que j'ai vues, parce que j'ai regardé des vidéos de gameplay, etc. quand même, c'est pas juste j'ai entendu parler du jeu, même si j'ai pas joué, donc c'est quand même différent d'avoir le ressenti soi-même avec sa manette ou son clavier entre ses mains. J'ai l'impression qu'il y a une vraie âme, surtout dans certains gunfights qui vont se situer dans des zones, alors pas urbaines, mais des bâtiments, où tu vas avoir des jeux de lumière avec des thèmes chromés, tu vois, genre t'as une zone bleue, etc., qui donne vraiment un côté, je sais pas si c'est oppressant, mais qui donne du style, du cachet à ton gunfight. Donc même si c'est pas un jeu solo, c'est important d'un point de vue immersion d'avoir ce truc-là. En fait, encore une fois, on va parler de nouveau de parti pris, et j'ai vu que la plupart des critiques qui remontaient de mon point de vue, c'était d'un point de vue UI UX des menus qui semblent catastrophiques quand tu connais pas en fait. Tu connais le jeu, je pense que tu as eu plus facilement, mais en premier abord, c'est assez compliqué. Et aussi dans les codes, peut-être couleur, c'est juste ce qui se passe. Apparemment, les flashs, c'est pas une flash traditionnelle. Tu te prends, alors je crois que c'est des carrés, j'ai vu l'image, mais c'est un peu chelou. C'est pas toujours hyper clair sur ce qui t'arrive quand tu passes dans les menus et aussi quand tu subis certains types d'attaques. C'est vraiment la seule critique que j'ai vue. Globalement, les gens disaient que même s'ils aimaient pas, ils voyaient la qualité. En mode, ok, c'est pas mon délire, mais je vois qu'il y a quelque chose, il y a une proposition. Et les autres qui étaient totalement conquises, qui disaient justement, bon, c'est un peu classique, mais il y a quand même une couche qui est solide, plus le fait que leurs ajouts inédits et originaux puissent faire la différence quoi, sur le long terme. Ouais, c'est vraiment ce point de vue-là que j'ai, tu vois. J'ai pas eu l'impression qu'il y a eu de bashing particulier, mais vraiment, c'est peut-être parce que je suis trop hors du sujet, étant donné que j'y ai pas joué. Bah, le bashing vient toujours des gens qui n'ont pas joué au jeu. C'est très simple. Forcément, moi, je ne vois que les haters des réseaux qui n'existent pas dans la vie réelle comme ça. C'est quoi, je vais aller voir des avis de Marathon sur Steam en live. On va voir vite fait.
De toute façon, maintenant, c'est trop tard, parce que maintenant, les gens ont découvert que le jeu était bien. C'est quand même très positif, tu vois. Oui, bah du coup, c'est plutôt des bons positifs. Parce que là, ceux qui peuvent donner leur avis, il n'y a que ceux qui ont acheté le jeu. Si tu vas regarder la note Gamecult, tu vas voir la différence. Attends, ok. Elle est là, la différence. C'est là où c'est très intéressant. Marathon. En fait, c'est parce que les gens sont bêtes. On va parler un peu politique et un peu wokisme. Je sais pas si je donne mon avis sur le jeu maintenant ou après ce débat. Je pense que je vais le donner maintenant parce que ça peut être très intéressant ce sujet après. Donc moi, messieurs, j'ai joué au jeu. Pour de vrai, je l'ai acheté. Et moi, j'ai trouvé ça très bien déjà dès le serveur slam. Je trouvais ça très intéressant. Il y avait effectivement... Alors moi, tu vois, par exemple, on a joué à... Donc toi, tu as joué à Riders, donc déjà, tu as un comparatif... Enfin, un comparatif, oui, non, parce que du coup, tu n'as pas joué au jeu, mais en tout cas, tu connais, en termes d'extraction shooter, ce qui s'est passé avec Riders. Moi, j'ai joué à Riders, j'ai joué une 20aine d'heures de jeu, et je me suis lassé. Alors, déjà, je pense que je suis pas très familier avec le genre extraction shooter, mais je pense que Ark Riders, la troisième personne, ça donne des situations qui sont assez différentes sur la manière d'appréhender le jeu. Et le côté très friendly, parce qu'on peut très facilement être friendly sur Ark Riders, moi ça m'a donné envie de tuer absolument personne. Et forcément, bah, au bout d'un moment, le gameplay est redondant, mais c'est pas pour autant que je voulais tuer les gens. Marathon, là-dessus, a une approche qui est assez différente. Alors déjà, la DA du jeu, forcément, moi j'accroche très fortement, donc ça donne beaucoup plus envie d'être dedans. Les menus, les gens se sont plaints. Je pense qu'ils se trompent. Parce qu'en fait, c'est qu'ils paraissent pas clairs parce que la DA est très parti pris. Du coup, tu as l'impression d'être perdu parce que c'est pas comme habituel. Mais en réalité, tu te perds pas du tout dans les menus. Ils sont vachement clairs. Genre, je trouve que les gens, ils abusent. C'est juste qu'il y a une UI par-dessus l'UX qui est... faut aimer. Mais l'UX en tant que tel, franchement, elle est simple. J'ai jamais été dérangé par les menus. Je comprends pas trop ce... J'ai pas compris, j'avoue, ce point négatif-là. Je sais pas trop. Tu l'as vu aussi, on est d'accord. T'as vu que les gens se plaignent de ça. Je l'ai vu beaucoup, ouais. Mais je le comprends pas. J'avoue, celui-là, je le comprends pas spécialement. Je vois pas en quoi... Parce que... Non, tu te comprends vite, t'es habitué, c'est des codes. Il y a des choses qui sont pas claires, notamment sur les items. Les items, en fait, t'es obligé de lire parce qu'ils se ressemblent tous. Et ça, c'est un petit peu embêtant. Au bout de quelques heures, j'ai vu ça aussi, que c'était pas toujours explicite ce qui est limite rate, en fusil. Non, mais aussi, pas du tout. Surtout qu'en fait, t'as un truc qui même l'icône ne change même pas. Tu vois, t'as des trucs, c'est ce qui s'appelle les noyaux. Tu mets un noyau qui est lié à ton personnage, tu le mets sur ton personnage et en fait, il a la même gueule visuellement. T'es obligé de lire vraiment la description pour savoir ce qu'il fait. Puisqu'il peut être différent d'un autre. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Il faut qu'ils s'améliorent là-dessus. Et qu'est-ce qui diffère autrement? Alors déjà, tu as une notion de personnage, ça reste un hero shooter. Alors moi, normalement, pour moi, c'est rédhibitoire, c'est forcément de la merde de nos jours. Étonnamment, là, c'est pas trop dérangeant. Voilà. Tu as des persos avec des compétences. Les compétences, bon bah, elles font des trucs. Le mec présente ça comme de la merde. T'en as un qui est invisible, t'en as un qui flash. Enfin, dis-moi, les compétences vite fait, c'est classique. Alors, qu'est-ce que t'as Ah oui, alors, attends, vas-y, si tu veux, je te les présente vite fait. T'as par exemple un mec qui peut avoir un petit bouclier, en mode tank. T'as un autre qui peut avoir un ulti par exemple, ça t'augmente tes capacités de... Tu vas plus vite. Et t'as une... Ah oui, il y a une mécanique assez importante dans le jeu, c'est que t'as... En fait, ça va avec le lore du jeu, mais en gros, ton personnage, c'est un espèce de truc imprimé en 3D, quoi. C'est un peu ça. C'est pas un vrai humain, c'est ta conscience qui est transposée dans un corps artificiel à chaque fois. Du coup, en fait, tu ne meurs jamais réellement sur le champ de bataille. T'es juste... tes molécules sont juste réassemblées. Et du coup, tu as une jauge de chaleur. Et en gros, ta jauge de chaleur, elle augmente en fonction de quand tu sprints, quand tu glisses, quand tu tapes au corps à corps, quand tu utilises une compétence. Et en fait, quand tu surchauffes, tu peux plus sprinter, par exemple. Tu peux plus sprinter, tu peux plus utiliser tes compétences, tu vas être un peu bloqué. Donc, il faut jauger cette notion de chaleur. Donc ça, c'est assez important et assez central sur le jeu. C'est assez intéressant comme mécanique une fois que tu t'y es adapté. Du coup, par exemple, tu as les grenades que tu te prends peuvent te faire surchauffer instantanément. Donc, il peut vraiment te niquer un duel. Donc, tu as par exemple ce personnage-là qui te fait aller plus vite et qui, du coup, améliore cette jauge de chaleur. Tu vas avoir un personnage qui peut healer, qui peut mettre des petits robots sur ses partenaires qui vont le soigner et qui vont, par exemple, si tu utilises un bonus sur toi, si tes collègues ont ce robot sur eux, bah, ça va l'appliquer aussi sur eux, par exemple. Ce personnage-là, c'est celui que je joue d'ailleurs, a aussi un défibrillateur. Très très important, c'est son ulti. T'as un personnage effectivement qui peut mettre des smokes et qui c'est celui qui peut se mettre invisible si je me trompe pas. L'invisibilité qui est assez perturbante parce qu'en vrai tu le vois pas très bien. C'est pas très long, mais ça peut être assez situationnel. Dès que le mec tire, ça l'enlève son invisibilité. Donc il y a rien qui est OP, j'ai rien trouvé de OP pour l'instant. Je trouve que tout est plus ou moins équilibré. Le problème dans ce genre de jeu, c'est qu'il va y avoir des nouveaux héros à venir. C'est ce que j'allais dire. Il y en a combien, excuse-moi, de champions 1, 2, 3, 4, la poule est déjà 5 ou 6. Ah ok, ça reste light pour un début, quoi. Non, il n'y en a pas beaucoup, ouais.
C'est très bien. T'en as un autre qui fait quoi qui voit. Alors, je sais plus exactement ce qu'il fait, qui a une espèce de. C'est pas un drone, mais en gros, il voit un peu les. Il peut voir où il y a des gens. Il peut sentir les gens. Il y a un perso comme ça qui ressemble dans Rainbow Six. Et il y en a un dernier. J'en ai peut-être oublié un, mais il y en a un dernier qui s'appelle qui est la voleuse, qui a un petit grappin et qui peut a un petit robot drone qui est assez bien pour voir les gens, mais qui peut aussi voler les items des gens. Ça sert un peu à rien, mais en vrai, c'est rigolo, quoi. C'est là. Et par contre, il y a un dernier perso un peu spécial qui est là, un petit intérêt dans le jeu. Il s'appelle Rook, qui est un perso que tu ne peux jouer que quand tu es seul. Et en fait, là où il est intéressant ce personnage-là, c'est qu'en gros, tu arrives quand même dans les games où t'es contre des squads. Et en fait, t'es un peu l'enculé qui va venir casser la game des gens. C'est vraiment ça, le contexte du jeu. C'est que du coup, tu ne joues que tout seul et tu arrives au milieu d'une game. Parce que de ce que j'ai compris, à la différence de Riders où les gens arrivent un peu différemment dans une partie, Marathon, les équipes spawnent en même temps. Tu commences la game au même temps que le jeu. Je dis peut-être une bêtise, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Et les Rooks, eux, ils arrivent... pardon ? Sauf avec ce perso-là, du coup. Voilà, et ce personnage-là, il arrive genre à... Tu vois, donc c'est une game, je crois, c'est comme Raiders où tu as un temps prévu sur la map. Et les Rooks arrivent au milieu de la game, quand les gens sont équipés et tout, et ils viennent juste court-circuiter et casser les couilles aux gens. Genre, hop là, ils viennent tuer des mecs entiers. Ta game. Genre, imagine, tu joues avec ton pote et d'un coup, il y a un mec qui joue dans ta squad. Enfin, ça se passe comment, du coup? Non, c'est des mecs solo qui viennent juste parasiter les autres. Oui, d'accord. Okay. Genre, ils spawnent comme ça sur la map. Ils ont une DA qui ressemble... En fait, comme à Raiders, tu as des IA sur la game, qui sont du coup des robots. Et ce personnage-là ressemble à un robot. C'est comme si tu faisais un peu partie de ce camp-là. Et du coup, tu spawns tout seul. Et en fait, tu vas juste tomber contre des Rooks, des enculés de Rooks tout seuls qui vont venir juste niquer ta grosse game en faisant des 1v3. c'est souvent des gens un peu forts qui jouent des Rooks et qui vont venir casser les couilles. En fait. Je trouve que le contexte était un peu rigolo. Et là où Marathon est différent de Raiders, c'est que du coup, c'est quand même beaucoup plus axé combat. Là, franchement, il y a le chat de proximité, mais pour l'instant, j'ai entendu personne l'utiliser. Et là, ça se la tabasse, tu vois. On va pas demander l'avis aux gens, c'est en FPS, t'as plus envie de te battre. Franchement, c'est plus bagarre. Et la prise de duel est franchement intéressante et c'est vraiment kiffant. Même quand tu perds, je trouve que le jeu est vraiment agréable. Est-ce qu'il y a une dynamique à la Apex? Je trouvais que ça non, pas autant. Pas autant, okay. Non. C'est un jeu qui est quand même un peu plus lourd sur le gameplay. Mais faudrait que tu essayes pour que tu te rendes compte sur la prise de duel comment elle est, mais c'est assez intéressant. C'est que déjà, alors, c'est là où les gens ont un peu été rebutés. C'est pour ça qu'il y a eu un truc intéressant où il y a eu la bêta qui s'est ouverte. Et tu sais, le jeu, il y a eu un grand nombre de joueurs et soudainement, ça a drastiquement tombé. Parce qu'en fait, je pense que les gens ont fait la première game, ont fait « Oula, c'est pas pour moi ». Et ils sont partis, tu vois. C'était gratuit, ils pouvaient tester. Et là, en fait, tu vois que les gens, plus ils jouent au jeu, plus ils commencent à apprécier parce qu'en fait, ils commencent à maîtriser le jeu. Et le jeu met un petit peu de temps à se mettre en œuvre parce qu'il y en a qui ont pris un petit pic de difficulté. Et du coup, c'était pour rappeler que, en fait, l'extraction shooter, c'est un jeu de niche qui est un petit peu difficile. C'est un jeu qui est un peu punitif. Du coup, ça a remis un peu les pendules à l'heure parce que Riders, en fait, mine de rien, a priori, était accessible sur ce genre-là. Et du coup, ça a cassé un peu les codes des gens, alors qu'en fait, le genre est quand même un genre niche qui est un peu dur. Tu vois, j'ai vu des streamers, par exemple Ninja, qui est connu pour Fortnite. Je sais pas si tu te rappelles de Ninja, mec. Ouais, bien sûr. Et il a détesté pendant la bêta. Il a relancé le jeu 1 heure là, quand il est sorti. Et il a arrêté de jouer en disant c'est vraiment pas pour moi, je comprends pas le concept, c'est trop dur. Et en fait, là où il disait ça, il y a une scène, j'ai vu le clip, c'était un petit peu rigolo, où en fait, il gagne un duel contre un mec. Il est content, il est en train de recharger et tout. Et là, il y a un robot qui apparaît dans la scène et qui le fume sa mère. Donc, c'est une IA. Hein. Et juste, il meurt là-dessus. Il dit mais vas-y, c'est abusé. Les robots sont trop forts. Jeu de merde. Tu vois. C'est vrai que les robots sont forts. Tu peux vraiment mourir. Tu vois, ils ont montré les stats de la bêta. En fait, les gens pouvaient faire le rapport entre le nombre de morts totales et le nombre de gens tués. Et en fait, du coup, tu pouvais voir qu'il y a plus de la moitié des gens morts sont morts par les bots, c'est pas par des joueurs. Donc, c'est très intéressant. C'est-à-dire que le jeu est vraiment punitif là-dessus. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Tu peux pas t'amuser à tuer tous les robots. Ils sont assez forts. T'en as vraiment des tricky un peu. Tu vois, c'est comme à Riders où j'ai une IA qui est pas débile. Faut faire attention. Et voilà, je sais plus où je veux en venir, mais en tout cas que le jeu il est sympa. Et le jeu a un système de factions. En gros, tes quêtes viennent de différentes factions du jeu. Donc c'est dans l'ordre du jeu. T'as en gros une faction qui est plutôt qui était l'entreprise qui a été chargée de. En gros, l'histoire du jeu. Que ce soit compréhensible, c'est peut-être un peu trop millimélo là mon affaire, mais tu me dis si tu comprends rien. Non, ça va, je suis sûr. Après, c'est sûr que là, du coup, tu présentes tout seul. Hein. J'y ai pas joué, donc les gars, désolé. Hein, c'est peut-être pas si intéressant que ça, mais en gros, dans le lore, c'est que ils ont envoyé un vaisseau. C'est un peu un projet humanitaire pour aller chercher un nouveau foyer pour l'humanité à l'autre bout de la Terre, là. Ouais. Enfin, à l'autre bout du monde.
Et du coup, tu avais plein d'entreprises dans ce projet-là. Et en gros, c'est ces factions-là. Donc, tu as l'entreprise qui était chargée de faire du coup, la nourriture pour ce vaisseau-là. Donc, comment faire de la nourriture quand tu es dans un vaisseau. Donc, tu as notamment un burger à boire. Tu peux boire ton burger. Donc, l'entreprise s'appelle Nucaloric. C'est un peu mes petits préférés. Ils me font un peu rigoler. Sinon, tu as l'entreprise qui sont un peu les industriels. Donc, c'est Traxxus, si je ne me trompe pas de nom. Tu vas avoir ceux qui étaient plutôt un peu sur la science. Tu vas avoir la faction un petit peu ghetto. Tu vois, c'est un peu les hackers. Ils sont anti-système, trop anarchistes, lol. Et tu as la faction qui s'appelle Arachné, qui est la plus rigolote. Parce qu'en fait, c'est la faction qui te dit de tuer des gens. Donc, comme ça, le jeu te pousse vraiment pas à être en paix avec le monde. Et du coup, c'est très rigolo parce que en fait, j'ai vu les gens, et je trouve que c'est pour ça que les mecs qui disent que le jeu bide, pour moi, il ne bidera pas, parce que ça a créé en fait une communauté qui est fidèle au jeu et qui va jouer longtemps, je pense, parce qu'en fait, elle est assez sentie investie dans ce jeu-là. Et tu vois, les gens se sentent investis dans leur faction. Les mecs, faction Arachné, c'est très très drôle. Faudrait que je t'envoie des mèmes, ça va te faire marrer. Ouais, mais tu fais les quêtes, quand t'as des quêtes, toutes les factions te donnent des quêtes, tu joues pas. Ouais, t'es pas obligé de faire celle-là ou celle-là, mais c'est juste du coup, il y a des gens qui sont créés, tu vois, des appartenances à des factions, tu vois. Oui, donc ils ont Au-delà RP, même du jeu, tu vois, ils sont à d'accord. fond pour tel. Ok. Parce que Arachné, c'est un flow. Faudrait que je t'envoie des images, mec, mais si tapez vite fait sur internet. Ok, je vais regarder. Je vais regarder aussi en. Tu vois, en fait, à chaque fois quand tu vas sur le menu de la faction, tu vois le mec qui te parle. Et tu vois, Arachné, c'est ça. Je t'envoie là. Oui, d'accord, ça se voit que c'est un empire. C'est très Space Marine, tu vois. Ouais. Donc t'as envie de te battre pour Arachné. Et du coup, je vois des vidéos comme ça où t'as une game entière de marathon, on réussit à finir le jeu en coopération et ils sont tous partis ensemble, trop beau, tout mignon. Et t'as des mecs qui envoient ce mème là. Alors je suis désolé du coup pour les auditeurs, vous allez pas voir, mais c'est un peu. Tu sais, c'est le mème du monsieur qui pose sa main sur l'épaule. Tu sais, en regardant le mec. Ah oui, je vois. Et du coup, ils ont mis juste ça avec le logo de Arachné comme ça en mode. Alors, les gars, non, c'est pas possible, vous avez pas le droit de faire ça. Parce que c'est la seule faction qui te fait tuer des gens. Mais toutes les autres, c'est des quêtes. C'est vraiment le concept du jeu, de la faction. C'est, mais enfin, c'est en dehors du protocole. Comment ça, vous n'avez pas tué votre adversaire? Du coup, c'est vraiment marrant. Okay. Et comment ils justifient ça? Parce que du coup, si t'étais envoyé d'un point de vue. Bon, après, tu vas me dire, on s'en branle parce que c'est pas le cœur du jeu, mais moi, ça m'intéresse. Mec, je sais même pas. Du coup, j'ai pas regardé le lore de Arachné. Okay. De ce que j'ai compris, c'est juste c'est en dehors du protocole. Tu peux pas devenir copain. Mais ce sont d'autres. Alors, ça s'appelle les runners. Ce sont d'autres runners. Tu ne peux pas t'allier avec d'autres runners. Enfin, ce sont des ennemis. Ok, donc chaque entreprise va avoir de manière indépendante un coin, le même endroit pour. Ok, je pensais qu'au début tout le monde travaillait de concert, tu vois. C'est pour ça que je comprenais pas trop. Ah, il y en a qui sont. Oui, si, ils travaillent de concert. C'est juste Arachné qui est son truc à part. Et Mida, du coup. Mida qui sont les hackers anti-système. Là. Ok, d'accord. Mais moi, je suis pour Nucaloric. Je dois boire mes burgers. Nucaloric par Lucas Guifou. Lucas Guifou. Oh la blague de niche. C'est vraiment une private joke. Si vous l'avez, magnifique. C'est partie de l'auditeur premium. Ouais, bref, moi le lore me parle beaucoup. J'ai très envie Moi, je m'amuse beaucoup sur le jeu. Tu penses que tu vas plus y jouer qu'à Ark Rider? Je pense que je vais plus. Moi, je préfère largement Ark Rider. Je pense que déjà la vue FPS change totalement. Marathon, tu veux dire, non? Tu préfères Marathon, du coup? Oui. Attends. Non, j'ai dit je préfère à Ark Riders. Ah, ok, j'ai compris. Je préfère Ark Rider. Ok. Il manquait peut-être un mot. Non, la vue FPS, ça change forcément la donne. Et je prends beaucoup plus de plaisir, tu vois. Même quand je fais des sessions de game horribles où on se fait tuer tout le temps, ça m'embête pas. Ah, parce que oui, point fort, c'est là où le jeu a été. Moi, je trouve que c'est un point positif, mais les gens, ça les a fait un peu rager. Tu vois, dans Ark Riders, t'as tendance à ne pas utiliser ton équipement très rare. Tu le gardes dans ton coffre comme ça et t'oses pas l'utiliser, tu vois. Je peux pas. C'est ce qui s'appelle le Gearfear. Je savais pas que ça avait un nom là-dessus, mais en tout cas, ça s'appelle le Gearfear de ce que j'ai découvert. En fait, là-dessus, Marathon, Bungie a été meilleur. Franchement, t'en as rien à branler d'utiliser ton stuff sur Marathon. Je sais pas trop pourquoi de base. Le jeu te pousse plus à t'en servir. T'en as un peu rien à faire, je trouve. T'as envie de te battre en fait, et du coup, tu prends ton stuff et t'y vas, quoi. Et raison de plus, ça c'est peut-être aussi la raison qui force, c'est que du coup, ils ont expliqué que chaque saison, donc une saison dure à peu près 3 mois, il y a un wipe total de reset. Ouais, tu perds ton stuff et ta progression. Pour tout le monde. C'est bien, moi j'aime bien ça. Ça, c'est cool. Voilà. On parlait de parti pris tout à l'heure. J'ai bien aimé ça. Du coup, je suppose que t'as des stats, des ratios et tout sur ton profil ou pas du tout? Mec, non, je sais même pas. J'ai même pas fait attention à ça. En gros, ce que tu maintiens, c'est juste l'espèce de codex, en gros, donc c'est les défis du jeu. Ça, tu les gardes. Mais sinon, ton inventaire, il est dégagé. Ta progression et tes arbres de compétences dans chacune des factions, parce qu'il y a des compétences, entre guillemets. Enfin, c'est pas des compétences, mais en gros, c'est. Les ressources que tu as en jeu, tu les utilises pour faire avancer dans les factions. Et dans les factions, tu avances dans l'arbre de la faction qui va être
je sais pas, tu as le droit maintenant d'acheter tel item dans l'armurerie de cette faction-là. Ça peut être, tu vois, c'est une progression vraiment qui est temporaire sur la saison. Et ça, moi, je pense que c'est une bonne idée. Il y a des gens, ça les a un peu dégoûtés, ce qui disent que du coup, ils comprennent pas pourquoi jouer vu que leur progression va être perdue. Moi, je trouve que je comprends. Donc, je sais pas. Moi, je trouve que c'est intéressant. Ça fait que bah, du coup, tu joues au jeu, quoi. À quoi bon garder ton stuff? Dans tous les cas, tu vas le perdre, donc tu vas jouer au jeu. C'est ça. Marathon, c'est un jeu qui n'aura pas un grand succès. En fait, moi, j'avais quand même une crainte, parce que derrière, c'est Bungie. Bungie, c'est un gros studio. Si Marathon ne fonctionnait pas, vu l'investissement qui a dû être mis, le studio ferme ses portes. Si je sais pas à quoi il s'attendait comme succès. S'il s'attendait au succès de Outriders, c'est raté. Mais je pense pas qu'il s'attendait à ce succès-là. Je pense que les gens sont suffisamment intelligents, j'espère en tout cas. Après, l'industrie du jeu vidéo a montré que pas du tout, mais on va essayer d'être optimiste quand même. Ils sont suffisamment intelligents pour se dire Outriders est un ovni. Nous, on va chercher sur un succès qui est normal, sur, je sais pas, du 5 millions de ventes. Ce serait déjà une très, très grosse réussite, je pense. C'est peut-être ce qu'il a fait comme vente, tout support confondu. Hein. Et que, bah, en base de joueurs, je pense qu'un jeu sain, t'es aux alentours des 80 000, je pense. Tu vois, un jeu multijoueur qui a besoin de vivre, qui va y avoir des microtransactions, les gens vont acheter, il va se passer ça comme ça va être super. D'ailleurs, je voyais les gens râler aussi sur ça, qu'il y avait des microtransactions à 20 balles dans un jeu que t'as déjà payé 40. Ah ouais, mais les gars, c'est du jeu service. Hein. Ça, c'est les codes de vente du jeu service. Quand ton jeu vend 40 balles, si tu veux qu'il tienne sur 5 ans, 6 ans, bah va falloir qu'il fasse du chiffre, hein, sinon il va jamais rien se passer. Hein. Si t'as pas une communauté qui achète du 20 balles de skin régulièrement, ton jeu il va mourir, hein, t'arriveras jamais à le faire tenir sur la durée. Donc je pense qu'ils ont pas trop le choix. Les gens se plaignent en mode oui, le jeu c'est même pas un free-to-play, c'est abusé de vendre des skins comme ça. Pour moi, encore une fois, le modèle free-to-play est une honte. C'est-à-dire que tout le monde peut jouer à ton jeu. Tu ouvres la porte ouverte à tout le monde. Donc là, imaginez Marathon serait un free-to-play. Vous imaginez même pas le review bombing qui va dans la gueule en fait. Et juste pour ça, en fait, ça dessert un jeu. Quand tu fais du review bombing, il y a des gens qui étaient enclins à l'acheter, qui vont pas l'acheter du coup. Alors ça se trouve, ils auraient kiffé le jeu, ils seraient devenus fans, ils auraient continué de jouer à mort, tu vois. Je sais que c'est Helldivers qui se prend souvent des saucés de review bombing pas possible dès qu'il y a une décision qui est négative. Alors que généralement, ça vient pas des développeurs. Enfin, c'est une catastrophe. En fait. C'est vraiment de la merde. Non, je pense que ça avait une porte d'entrée qui bloque un peu la... En plus, c'est 40 balles. Franchement, 40 balles pour le temps de jeu que les gens vont généralement passer en moyenne. Sur les strategy shooters, il y a des gens qui passent vite 1000 heures, hein, donc attention. Ouais, c'est vrai, putain. C'est vrai. Moi, je sais pas combien de temps je vais y passer, je pense que je vais y jouer pas mal. Et là, je regardais la base de joueurs, mais que le jeu baisse même pas en... Tu sais, à chaque fois, ils prennent des screens. Je suis sûr que là, je vais sur Twitter, il y a des mecs qui ont pris des screens des nombres de joueurs actuels. Actuellement, il y a 40 000 joueurs dessus. Quand tu regardes la courbe depuis sa sortie, ça fait que tomber comme ça. Ça fait 40 000, 80 000, 40 000, 80 000. À cause de quoi ? Les fuseaux horaires. Et là, je pense que ce soir, on verra tout à l'heure, mais je pense qu'il va remonter tranquillement à 170 000, 80 000 joueurs. Et en vrai, je pense que d'ici 2-3 mois, le jeu, je pense, il fait un petit blocage vers 40, 50 000 joueurs probablement. Et ça marche comme ça, en fait. Et si c'est à ça que s'attendait Bungie comme succès, bah, ils ont réussi. Je pense qu'ils ont réussi. Si par contre, ils s'attendaient à un truc vraiment qui marche... Enfin, qui marche genre au niveau de Outriders, c'était bête de leur part, mais je pense que c'est pas le cas. Ouais, je pense que même à un succès comme Outrider, tu t'y attends pas. Hein. Personne s'y attend. C'est pour ça que c'est comme Slay the Spire 2. Tu vois, quand les gens continuent à te comparer les joueurs de Slay the Spire 2 avec Marathon, je me dis non, mais là vous êtes vraiment bêtes. Je suis allé sur le Twitter du studio et ils comprennent pas. Mais oui, ah ok. Ils savent pas. Tu peux pas prévoir ça. Non, mais là c'est un succès, mais hors du commun. Mais en plus, tu vois, là il y a rien ne l'explique. Genre, je trouve que rien ne l'explique. Tu sais qu'en plus, il y a donc un pote à moi qui me racontait qu'il y a des gens à son travail qui attendaient le jeu. Genre ils attendaient Slay the Spire 2 vraiment trop contents, tu vois. Ils savaient même pas que le jeu était sorti. Donc la base de joueurs, elle est même pas encore arrivée, tu vois. C'est pas possible. Je pense que c'est la DA, le style, c'est la même commu des gens qui jouent à Hollow Knight, je pense. Ah oui, ça c'est sûr. Des Nintendo, des fans de Nintendo, etc. Casu, bizarre. Désolé, putain, c'est horrible la description. C'est pas péjoratif, promis. C'est juste très mal exprimé. Mais du coup, c'est des gens qui achèteront en fait, qui sont très. C'est un public une fois qu'il est conquis. Ah, il est dans ta poche longtemps, très long. Oui, ouais, carrément. Donc clairement. Mais ça me donne envie de mettre les mains dessus parce que j'avais pas joué un. Je vois le principe, j'avais déjà vu des images et tout. Mais du coup, je suis curieux. Bah moi, juste pour la coop, j'avoue, ça me donne envie de rigoler quand même. Je pense que je testerai. De toute façon, t'es obligé quand un jeu a un succès pareil. Le monde assure le monde, t'es obligé d'aller voir, tu vois. Qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et comme Elden Ring, tu vois, j'ai dû acheter par pression sociale. Et t'as quand même joué 50 heures, c'est que t'as quand même un peu aimé. Un peu. J'ai essayé.
Dis-moi que t'as pas un peu aimé. Sur ce 50 heures, c'est 100% 50 heures de purge. Franchement, il y a une bonne partie de purge quand même. Non, en fait, c'est même pas. C'est une sensation étrange de. Je sais pas trop ce que je fais là. Ok. T'as un peu de plaisir. Et là, c'est chiant, un peu. Ah ouais, ok. Là, c'est chiant. Attends, non, mais je vais trouver mon compte. Ok, donc là, c'est bon, je commence à battre les boss. Ok, le jeu devient un peu facile, je suis un peu fort. Est-ce que je trouve du plaisir? Ça, vraiment, c'était des questionnements sur moi-même tout le temps. Il fait l'introspection. C'était vraiment tout le temps. En fait, j'ai jamais eu, pour le coup, j'ai jamais eu cette sensation-là sur aucun autre jeu avant. Parce voilà, que là, tu vois, l'expérience valait le coup alors. Ça sortait vraiment de ma zone de confort totale, quoi. C'est vraiment là, on m'a mis un truc entre les mains où c'est pas ça du tout que j'avais envie. Mais vas-y, je vais le tenter. J'ai bien creusé, hein. Franchement, je suis bien allé les chercher. Et non, vraiment, c'est pas pour moi. J'ai quand même fait 50. Mais fallait, parce que fallait que j'y trouve mon intérêt. Tu vois, je me dis, il y a forcément les gens, ils ont trouvé un truc de ouf dessus. Comment tout le monde en parle et tout. Il y a forcément un moment, il va y avoir un déclic où je vais me dire, mais là, c'est sûr. Et tu sais, régulièrement, il y avait quand même des moments de purge où le jeu me rappelait que, mais mec, c'est pas du tout pour toi. Genre vraiment, tu sais, j'arrivais le soir, tu sais, au premier degré. Hein. Je rentrais du travail comme ça. Tu sais, normalement, tu rentres du travail, tu dis, là, moment plaisir, je vais m'amener l'ordi, je vais lancer le jeu, je vais avoir la petite musique, je vais être content. Là, tu sais, je me posais comme ça, regard vide, en train de regarder mon écran, et je faisais, allez, vas-y, c'est parti. J'appuie sur lancer. T'avais la musique du menu qui est très cool. La musique exceptionnelle, par ça, pour le coup. Si tu me disais que t'aimais mais pas, tu sais, j'avais des... tu vois, il y avait de la torture en moi. Il y avait de la friction, quoi. Bon, on lançait le temps. Ouais, ok. Donc là, je lance, et je fais, j'étais là, c'est vrai. Et là, je me vois, tu vois, appeler ma monture, courir comme ça. Tu sais, j'ai peur, tu vois. J'ai peur, je crains ce qui se passe. Pas pour le coup, j'étais vraiment... J'étais dedans, hein. J'avais peur. Le jeu est oppressant, mais ça, c'est normal. Ouais, mais là, tu vois, pour moi, c'était pas agréable. Tu vois, pour moi, c'était juste pas agréable. Je passais pas un bon moment quand j'ai joué. C'est vrai que le mec a passé 50 heures de mauvais moments. Non, parce qu'en vrai, j'ai trouvé un intérêt à... En fait, une fois que j'ai commencé à laver tout le monde... Ça allait. Après, tu vois, moi, j'ai aussi pourquoi j'ai réussi à passer 50 heures. J'ai juste pas écouté la pression sociale qu'on mettait sur mais si tu joues avec les invocations, tu joues pas vraiment au vrai jeu. Et si tel truc, tu joues pas... Honnêtement, je pense que si j'avais pas joué comme le jeu me proposait de le faire, j'aurais pas passé le premier boss, je pense. Ouais, je pense que j'aurais abandonné très vite. Je me serais dit, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est sûr que les invocations, ça te mâche un travail de fou, quoi. Ouais, il y a des boss où effectivement, moi je pense à ton boss préféré là, je sais pas comment il s'appelle. Malenia. Non, pas lui, parce que du coup, lui, je suis pas arrivé jusque là. Non, l'autre après, alors. Le numéro 2, ton numéro 2 préféré. Radan. Voilà, Radan. Pardon. Voilà, je t'ai déjà dit, Radan, okay. Je n'ai pas donné un coup. Voilà. Ok. En même temps, et tu n'as pas vu Radan 2? Et je l'ai pas vu. Bah non, mais mec, c'est même pas la peine. Je pense que le DLC, c'est vraiment les feux des aficionados qui sont vraiment. Qui adorent vraiment le concept. Bref, je suis devenu fou. Je crois qu'on a déjà raconté tout ça, mais c'est vrai que. Ouais, mais c'est toujours rigolo d'en parler. Ah, après, il y a des boss que j'ai battus sans invocation. Hein. Il y a vraiment des trucs. Ouais, les boss, surtout bien gaze. Non, j'ai souvenir de quelques-uns. Tu vois, j'ai souvenir par exemple de. C'était du cousin ou du frère du premier boss, là, qui ressemble comme deux gouttes d'eau, là. Alors, il y a Margit et Morgoth. C'est l'autre qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Margit en vrai. Bah Morgoth, ça doit être Morgoth. Alors je sais pas, celui qu'il y a en haut de la ville là avant que tu arrives dans la cime des géants là. Je crois que c'est lui, c'est ça son nom. Bah mec, tu vois, lui je l'ai tué très vite. Il a même pas passé en phase 2, je l'avais tué. Il n'y a pas eu d'invocation. Et d'ailleurs heureusement qu'il est pas passé en phase 2. Ouais, il est plus dur. Il a l'air vraiment dur. Je regardais une vidéo sur ta, je me suis dit mais attends. C'était ça normalement le vrai combat. Bah heureusement que je l'ai pas vu. Mais là, moi, je m'étais déjà lassé du jeu. Pour le coup, En fait, je pense que la boucle de gameplay ne me mettait pas à l'aise. J'avais pas envie de l'affronter. Et du coup, quand elle m'a lassé, il y avait rien qui pouvait me retenir. Vraiment rien du tout. Discipline pure. Ouais, là, ça devenait juste vraiment, fallait que je me la donne et tout. Après, on m'a un peu dégoûté aussi. On m'a dit, en plus, après, ça devient, tu prends un nouveau palier de difficulté, de ce que j'ai compris. Quand t'arrives chez les géants, là. Enfin, le truc des géants. Oui, oui. Tu te reprends, ça va quand même. C'est pas le. Honnêtement, la vraie difficulté, c'est au début, quand t'es vraiment en mode survie. Après, quand tu commences à maîtriser le jeu, ça va. T'as un repic, si c'est vrai, mais ce sera jamais aussi dur que quand t'étais au début. Ouais. Et après, les seuls vrais murs que tu vas te prendre, c'est les boss les plus durs du jeu. Vraiment, quoi. Ouais.
Malenia. Malenia, mais j'aurais jamais eu envie en fait. Genre, tu vois, tu m'en parlais, tout, faudra qu'on la fasse ensemble et tout, mais moi j'en faisais des cauchemars déjà. Tu vois. Bah, à deux, c'est rigolo, je pense. À deux, c'est pas du tout la même chose, par contre. On l'aurait eu vite, hein, je pense. Hein. Pas abusé. En fait, c'est un boss. Parce que tu sais, t'as quand même deux types de boss. T'as les boss. En fait, les boss les plus intéressants, c'est les boss humanoïdes. Ouais. C'est plus logique en fait. Tu sais, les boss où la caméra a du mal à suivre, ce qui est tellement énorme et tout, c'est chiant. Tu vois pas les patterns, c'est stylé, mais c'est chiant. Pour le coup, Malenia, tu peux un peu la dodge et la cheese. Tu sais, si t'es à deux, il y en a un qui parle, etc. À deux, c'est pas difficile. Je pense que c'est pas difficile. On aurait quelques tries, on l'aurait eu. Pour le fun, pour que tu vois le boss, ça aurait été bien. Ouais, mais en fait, le jeu. Mais en fait, de toute façon, moi je l'avais déjà expliqué, je pense, dans un podcast, je l'ai donné tout mon avis. Mais moi, c'était vraiment le côté. En fait, le jeu me plaît dans rien en fait. Genre, le fait que le gameplay, l'ADA, de base, l'univers, il y a rien qui va. Non, l'univers me plaît bien. J'aime bien, franchement. L'ADA du jeu, ça j'avais déjà dit. Franchement, c'était très très bien. Tu prends des vraies claques quand même. Dès que tu vois le premier château. Ah, c'était. Ok, j'ai cru que t'allais me dire que ça t'aimais pas non plus. Toute la vue d'ensemble, ça a vraiment de la gueule. Le lore, t'es curieux, t'as envie de savoir, tu vois. Ça, j'avais envie de comprendre tout ce qui se passait. C'est dommage que le jeu me l'explique pas et que je suis obligé d'aller voir ailleurs, tu vois. C'est dommage, mais. Faut lire la description de l'items. Ouais, non, ça c'est enculé, tu vois. J'ai pas envie. Non, mais ça, je suis d'accord, c'est un truc de fils de pute. Tu vois, heureusement que tu m'avais fait tout le speech pour m'expliquer et me dire ah putain, ok, je comprends. Et du coup, c'est marrant parce que les gens que j'ai suivis dans le jeu inconsciemment, c'était de pair avec ce que j'aurais fait si j'avais eu le lore. Donc c'est quand même bien, c'est quand même bien raconté finalement. Je suis obligé de le reconnaître. C'est ton inconscient, c'est ton inconscient qui fait le travail. Ton inconscient, il te parle quand même dans la décision que tu as envie, donc c'est intéressant. Donc oui, dans la DA, les musiques et tout, il y a un flow. Mais tu vois, moi, c'est le fait que le gameplay de base soit une purge pour moi. Les animations, la lourdeur du gameplay, les combats, pour moi, je trouve que c'est pas stylé. En fait, rien n'est stylé pour moi. Tu vois, genre, c'est dégueulasse. Même la DA de mon perso, j'ai l'impression que c'est vide parce que tu incarnes toi-même d'une certaine manière, mais du coup, j'ai l'impression que je m'en fous en fait. Je m'en fous, t'es lent, mon con, là, tu me fais chier à faire tes roulettes de merde, là. Et du coup, voilà, j'ai pas de plaisir quand je fais un combat de boss. Quoi. Toi, je sais bien. Toi. En fait, moi, j'essaie de me mettre dans ton cerveau et ça a l'air d'être la folie, tu vois. Dans ton cerveau, t'es en mode putain, je suis un demi-dieu, je me bats d'égal à égal avec les mecs, c'est dingue, tu vois. Genre, j'imagine, en fait, tu voyais plus du tout les combats comme moi je les percevais. Ouais. Et oui, je pense que c'est ça. Mais après, je t'ai dit, il y a eu un chiffre. Hein. Je me suis transformé pendant le jeu. Je n'avais jamais joué à un Souls-like avant. Je suis un menteur. J'ai fait t'as fait en coop avec le. Exactement. J'ai fait Dark Souls 3 en coop avec un pote qui connaissait bien le jeu. Je l'ai fait en 30 heures pour ma première run. Ceux qui connaissent les jeux savent qu'en 30 heures, première run, premier Souls, premier Dark Souls 3, je l'aurais pas pu le faire en 30 heures sans être en coop. Du coup, je connaissais pas vraiment le genre. La difficulté. Du coup, Elden Ring, c'était vraiment mon premier. Au début, j'ai détesté. J'étais au premier boss, Margit. Au bout de quelques tries, je me suis dit, putain, j'ai payé un jeu, je ne vais pas le finir. J'ai juste forcé. Et à un moment, quelque chose s'est débloqué, je pense, dans mon rapport et comment je conceptualisais le truc, en fait. Il y a vraiment eu un changement. Je pense que c'est surtout là-dessus que tu as d'importance. J'ai pas apprécié le jeu dès le départ. Et à partir du moment où j'ai eu le changement, j'ai commencé à comprendre pourquoi c'était plaisant de vaincre des boss. Je pense que mon cerveau, il m'a dit, ah bah tiens, de la dopamine, ça y est, il m'a fait une petite caresse, tiens, prends. Et c'est vraiment exactement. Et tu vois plus les fights pareil, parce qu'en fait, je suis plus en train de regarder visuellement ce que rendent les animations. Je suis en train d'être concentré sur ce qui se passe autour, le pattern du boss, comprendre, manager l'environnement. Ok, d'accord, là je suis en train d'affronter le boss, il est en train de me mettre dans un coin. Si je veux me déplacer, en fait, il y a un côté où le combat devient une chorégraphie qui est vachement cool. Et je pense que quand tu n'arrives pas à saisir ça, tu restes concentré sur le fait que c'est hyper rigide, moche, et c'est exactement la seule chose que je voyais au départ. Et je pense que tu voyais le jeu comme c'était un shonen, t'étais dans un animé, mec. Je pense que t'avais une musique cool qui se lançait dans ta tête et tu te voyais faire des trucs de malade mental. Le combat de Malenia, t'as vraiment l'impression d'être dans un duel. Enfin, moi, dans ma tête, le duel il est épique. Mais le pareil pour Radan. Hein. Radan, après, la mise en scène est quand même folle. Hein. La météorite et tout, tu fais bon, ça suffit, c'est pas possible. Surtout que t'es avec. Moi, j'étais avec mes gars, tu vois. Donc ça faisait un gueule un peu armé contre le. Ah, vous allez aller. J'étais en train d'animer là. Allez, le petit pot là, je sais plus comment il s'appelait. Alexander. C'était marrant, ça, j'ai bien aimé. Ah non, c'était bien. Puis Radan 2, pareil, t'as une. Puis en fait, vu que je m'intéressais aussi au lore en parallèle du jeu, je pense que ça devait solidifier un peu l'adhérence que j'avais au jeu. Donc, non, mais moi, j'ai vraiment le souvenir. En fait, je crois que moi, franchement, juste me promener, mais c'était une purge pour moi. Chaque nouvelle zone, j'étais en mode, oh non, encore. Encore. Des monstres partout, le moindre monstre peut me tuer et tout le monde veut ma mort. Par contre, je n'ai pas d'allié dans ce monde. Même si tu maîtrises le jeu, il y a toujours un moment où t'es un peu trop confiant, tu te fais hit glitch, tu peux pas bouger, tu prends 3 patterns et putain, et t'es poussé d'en haut d'un truc. Franchement, je suis de balade comme ça, tout le monde veut, tout veut ta mort dans ce jeu. Et ça pour moi, c'est non, stop. Je peux me balader tranquille là. Je me souviens là quand j'étais dans les racines de l'arbre, là, je sais plus comment ça s'appelle cette zone. C'est sous le sol ça. Ouais. Tu vois toutes les racines et tout partout. Ouais. Je me rappelle, c'était le moment où vraiment le jeu commençait à me gonfler.
Je me souviens me balader là, et je suis en train d'escalader les trucs, les petits bâtiments, en poussant de racine en racine, et une fourmi de merde, et là je sais pas quoi, et là un truc qui crache du feu qui peut pas se déplacer. Ah, c'est là où il y a le boss de la meuf, de la veuve là. Non, c'est pas la veuve, la. Comment ça s'appelle? Elle se transforme en dragon. Oui, bah, c'est la meuf qui veille sur le corps et oui, à la fin, quoi. Enfin, j'ai plus les noms, mec, je me rappelle plus. Et là, je vois la zone énorme où je me dis, non, mais allez, vas-y, ouais, bon, tu vois là, pareil, il se passe rien, tu dis, oui, c'est ça. À quel moment il va se passer un truc bizarre? Et là, tu reviens la voir, après, je sais plus quoi. Et il y a un dragon qui est le mob le plus énorme que t'as jusqu'ici. Vas-y, c'est bon. Et je l'ai battu aussi, celui-là, parce que j'étais trop fort. Et pas que j'étais fort, moi, mais parce que le jeu était trop simple. Enfin, je ne sais quelle raison, parce qu'il y a un jour, j'ai trouvé une arme qui faisait du saignement, et qu'on m'a expliqué que le saignement, c'était OP dans le jeu. D'accord. En plus, ça me fait parce que le mec qui m'a donné l'arme qui fait du saignement, là, j'ai l'impression dans mes souvenirs que c'est le combat le plus dur de ma vie. Alors que c'est au tout début, ça, en plus. Oui, c'est au début. C'est le mec dans une prison, là. Qui dash un peu, là, qui est hyper mobile. Ouais, il dash et j'ai jamais compris ses patterns. Et du coup, je l'ai pas battu tout seul, j'ai dû faire la quête après pour que t'aies le loup avec toi. Je suis une grosse merde. Bref. C'est marrant parce que je pense que les gens qui. Bon, ceux qui nous écoutent et ceux qui sont allés. Qui ont été sur Elden Ring, il y aura très peu de gens qui vont comprendre ton point de vue étant donné que ceux qui jouent au jeu aiment le jeu. Personne, je pense. Enfin, très peu de personnes ont dû se forcer. Mec, non, moi je l'avais déjà dit. Donc on a la vidéo le podcast sur Elden Ring. Je vais le répéter encore ici. Allez, vas-y. Je pense que Elden Ring, c'est une pression sociale immense que la majorité des gens n'ont pas aimé, mais ne pourront jamais le dire. Ah ok, c'est vrai que tu penses ça. J'ai oublié. Ou alors, ils se sont persuadés d'aimer. C'était tellement la mode et tout, tu vois, fallait vraiment jouer et tout ça. Tu ne veux pas y croire, Tout le monde a dit non, mais mec, c'est vraiment le meilleur jeu du monde, tu vas voir, c'est dingue et tout. Mais les gens jouaient, tu vois, ils sont là comme ça en mode ouais, mec, grave, c'est trop bien le jeu et tout. Mais mec, t'avais des exemples en plus qui allaient dans mon sens, oui, je me souviens. Vrai, t'as raison. Les gens avaient rien bité au jeu en fait, ils savaient pas du tout jouer, c'était hors sol. Et je pense que la plupart en plus n'ont pas fini le jeu. Ils sont arrêtés en plein milieu et après ils vont dire non mec, franchement cette année si je devrais dire que mon jeu préféré, je pense que ça serait Elden Ring. Les mecs ont 15 heures dessus, c'est le mensonge c'est devenu terrible en fait. Les gens sont devenus une hypocrite totale parce que t'avais un engouement absolu sur ce jeu là. Et je comprends pas ce qui s'est passé. C'était parce que déjà tu ne pouvais pas critiquer le jeu. Ça c'est vrai que c'était terrible. Un peu comme Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3 a eu un peu cette aura aussi où c'était devenu vraiment le RPG phare où personne ne pouvait réellement le critiquer et il y avait une pression là-dessus. Et ceux qui du coup qui n'avaient pas du tout aimé le concept de CRPG et qui du coup disaient qu'ils n'aimaient pas, ils se prenaient des sauces pas possibles. Alors qu'en vrai, c'est comme une gros puriste aussi. Hein. Moi j'ai adoré le jeu, j'ai passé un très bon moment, mais le CRPG, grosse play quoi, forcément. Ah, j'en jouerais pas à d'autres quoi. Baldur's Gate, c'était trop spécial. Elden Ring, tu vois, je pense que c'est pas. En fait, c'est pareil, c'est que des jeux niches qui ont des succès phénoménaux. Qui sont pas généralement justifiés, mais c'est arrivé tant mieux pour les développeurs, tu vois. Le branding d'Elden Ring était très fort. Hein. T'avais quand même le nom de George R. Martin à l'époque. Ouais, ça, c'est sûr. Mais Elden Ring, c'était vraiment trop bizarre parce que tout le monde en parlait, tout le monde a envie de jouer au jeu, tout le monde voulait l'acheter avant même qu'il arrive. Alors que j'étais en mode, mais attends, mais pourquoi? Mais personne n'a joué à Dark Souls autour de moi, pourquoi tout le monde. Enfin, c'était très bizarre. Du coup, le jeu a eu un succès de malade mental, tout le monde a dit c'est le meilleur jeu du monde. Il y en a effectivement plein qui sont allés faire après les Souls et tout ça parce qu'ils ont vraiment découvert un genre qui finalement ils aimaient bien. Mais je pense qu'on a plein dans le lot là. Mec, après ils ont lancé, je sais pas, genre God of War, tu vois, ou Assassin's Creed, ils se sont dit, ah là c'est bon, là je suis dans mon élément. Je suis horrible avec ça et je pense que faudra vraiment qu'on trouve des contre-arguments. Mais mec, tu m'avais donné en plus des mecs autour de toi qui valent exactement autour ça. De moi, j'en ai. Alors ils ont pas relancé, là c'est trop stéréotypé, ils ont pas relancé God of War, etc. Mais ils ont pas fini le jeu, ils ont pas tant que ça d'heures, ils ont quand même quelques dizaines d'heures. Et du coup, ouais, un peu fake. Et ils disaient qu'ils adoraient le jeu, tu vois. Arrêtez un peu. Qu'ils ont aimé. Bande de menteurs. Mais oui, il y en a plein, ils me disent c'est leur jeu préféré. Mais. Ouais, allez. Ça fait un très bon podcast, ça. C'est très bonne note de fin. Ouais. Putain, il y a des trucs là-dedans. On peut faire 2 podcasts en un podcast, je pense, les gars. Encore une fois. C'est vrai, ça. Est-ce qu'on close là-dessus hein. Je sais pas si t'as autre chose à dire. Non, c'est parfait. J'ai plus d'énergie, mec. Mon corps est vide d'eau et de nutriments. Je pense que là, il faut que j'aille vivre. Et bah c'est parfait. Bah les gars, merci d'avoir écouté jusqu'à présent. On attend très fort Crimson Desert. Ouais, j'ai hâte semaine prochaine. J'ai vraiment trop hâte d'avoir la sortie de ce truc-là. Est-ce une fraude? Est-ce du bluff? Est-ce vraiment une masterclass?
Nous verrons sera bientôt. Pour le verrons moment, bien. jouer à Slay the Spire 2 et Marathon. Très important. Exactement. Ça va être quoi patienter en tout cas. Bon, après, il reste qu'une semaine. J'espère bien Ouais, que vous avez. ça va aller très vite. Allez, prenez soin de vous les gars. Ciao les balaises. Bisous bisous. À la prochaine. Bisous.